de Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Mais où est-ce qu'il est? Le son était mauvais la première fois, c'est la télé. Je veux dire, l'aventure est plus grande quand on a le premier rôle. Le premier rôle féminin. Non, c'est toujours plus intéressant, bien sûr, puisqu'on est concerné bout en bout par un film. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la 7ème prise. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti quelque chose. On en est désolé ou pas. Aujourd'hui avec moi, toujours les mêmes gens. Mazarine. Salut. Lou. Bonsoir. Et enfin, Gwenaël. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Kylian. Bonsoir à moi, merci. Bienvenue Kylian. Bienvenue dans ton émission. C'est mon émission. Plus ou moins. C'est la mienne. Oh, la nôtre. C'est notre émission. C'est notre émission. Aujourd'hui, Mazar, on parle de quoi? On parle de Xavier Dolan. De Xavier Dolan. Dis-nous en plus. Donc Xavier Dolan a 35 ans et en fait, malgré son âge relativement jeune, il est très bien installé dans le paysage cinématographique contemporain depuis déjà un long moment, puisqu'il présente son tout premier long métrage, J'ai tué ma mère, en 2009 à l'âge de 20 ans. Dolan naît à Montréal, au Québec, d'un père comédien et chanteur. Et lui, il commence très jeune dans le domaine de l'acting, dans des publicités canadiennes, mais aussi en figuration, mais beaucoup dans le doublage. Parce que la voix de Ron Weasley dans Harry Potter au Québec, mais en fait, c'est Xavier Dolan. Et dès son premier film, J'ai tué ma mère, il adopte toutes les casquettes. Donc monteur, producteur, réalisateur. Il engage aussi un casting qui le suivra en partie jusqu'à son dernier film en date, à savoir les actrices Anne Dorval, Suzanne Clément ou encore Liz Schneider. Son troisième film, Laurence Anyways, qui aborde notamment le sujet de la transidentité, sera récompensé à Cannes en 2012 dans la sélection Un certain regard, dont il est le président du jury, la catégorie dont il est président du jury cette année à Cannes. Il s'essaye également au genre du thriller en 2013 avec une adaptation de la pièce de théâtre Thomas Laferme, et en 2014 la consécration avec son cinquième film Mommy, qui est récompensé par le prix du jury à Cannes et qui est devenu culte. De même, il remporte en 2016 le Grand Prix de Cannes avec son adaptation de la pièce de Lagarce Juste la fin du monde, qui sera un des derniers films de Gaspard Ulliel, qui nous a quittés prématurément. Il enchaîne en 2018... J'étais pas au courant de ça. Sérieux? Ah non? Bah si. Si vous avez vu la réac de Lou à l'instant. Oh, wow. Je veux pas rigoler d'une mort, mais c'était très drôle. T'étais vraiment pas au courant? Pas du tout au courant. T'étais pas au courant que Gaspard Ulliel il est mort genre super jeune il y a quelques années, là, il y a 3 ans? Bah non. Tu l'as pas vu justement le beau discours qu'avait fait Dolan à Cannes à son honneur ou... Bah non. Ah. C'est vraiment boum le speak. Alors là, je suis plombée. Bon, bah... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je recommence mon truc? Non, mais Non, vas-y, bah on non. continue. Excuse-moi Mazarine, je viens d'apprendre une Donc, tragédie. donc Juste la fin du monde, un des derniers films de Gaspard Ulliel qui nous a quittés prématurément. Et Dolan enchaîne en 2018 avec une première production hollywoodienne, Ma vie avec John F. Donovan, pour ensuite revenir à une production francophone plus restreinte en 2019 avec Mathias et Maxime. Depuis, il évoque son souhait en fait, de ralentir, voire d'arrêter la production de longs métrages pour se concentrer davantage sur la production télévisuelle, ce qu'il a concrétisé récemment avec la réalisation d'une première série télévisée, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, diffusée sur Canal+. Mais nous, on se concentrera sur les longs métrages aujourd'hui. Comment on reconnaît un film de Xavier Dolan? Sur le style, Xavier Dolan, c'est un attrait particulier pour l'effet clip. Pas étonnant qu'il ait notamment réalisé le clip aux milliards de vues de Adele, Hello, en 2015, ou encore celui de College Boy de Indochine. Dolan, c'est aussi un grain d'image tout particulier puisqu'il tourne souvent en pellicule. Une mise en valeur des personnages par le biais de formats inhabituels ou changeants au fil du film. Une certaine poésie aussi, avec des thématiques qui reviennent très régulièrement. La relation mère-fils, les relations amoureuses naissantes et qui nous troublent, ou encore la découverte de soi. Ok. Bah, tu veux commencer par quelque chose en particulier, le début Bah, ou on peut ton directement préféré? commencer par son premier. Hein. Ok. Par J'ai tué ma mère peut-être. Ouais. Moi je sais que les films de Xavier Dolan en tout cas, Xavier Dolan c'est vraiment un des premiers réalisateurs qui m'a fait aimer en italique, le mot aimer en italique le cinéma. Ce que j'ai fait moi c'est que j'avais regardé ces films dans leur ordre de sortie en fait. Donc mon tout premier film que j'ai regardé c'était J'ai tué ma mère, après j'ai tout regardé Ok. plus ou moins d'une traite. J'avais 12 ans je crois, à partir de mes 12 ans, et j'ai tout regardé d'une traite par ordre chronologique, donc peut-être qu'on peut faire la même chose, mais après c'est aussi à vous de voir. Non, bah, commencer par le commencement, c'est pas Oui, vu mal. que c'est une filmographie de 8 films, en vrai... Donc, J'ai tué ma mère, le tout premier film sorti en 2009. 2009. Quand il avait... 20 ans. On a 20 ans. Est-ce qu'on a sorti un film?
J'ai toujours pas vu le film dans mon Le flop. appartement. Le J'ai flop. toujours pas Il vu n'y le a pas eu de film. hein. réponse à cette question. Le magicien. Le film que vous avez fait dans mon appartement, j'ai Il faut toujours pas vu. voir ce qu'on On a va, fait. Je veux le on voir. va bientôt te l'envoyer, t'inquiète. J'ai tué ma mère. Bah, écoutez, je vais commencer directement par dire que c'est bon, ma foi, même si c'est son premier film et que c'est totalement excusable, je pense que pour moi, c'est le pire de la nouille. Est-ce que on peut déjà commencer peut-être l'émission pour dire que Kylian n'est pas content de faire cette émission. alors en fait il y a Kylian ne voulait pas faire Xavier Dolan. dans cette émission il y a un protagoniste et un antagoniste. Le protagoniste c'est moi, l'antagoniste c'est Kylian et il y a les adjuvants on dit. Les seconds rôles. Les adjudants, pardon, excusez-moi, que sont Lou et Gwen, qui auront, Yes. Moi, je suis qui contente. aimeront plus ou moins. Mais du coup, là, je pense que c'est un peu Raging Bull, quoi. Ça va être moi contre Kylian pendant tout le long de l'émission. Non, bah écoute, j'ai tué ma mère. Bah en fait, on peut pas vraiment. C'est un premier film d'un étudiant qui a 20 ans et forcément il y a plein de défauts. Oui, ça, oui. Ça, comment dire, en fait ça m'a beaucoup fait penser à, je sais pas si vous l'avez vu, le film 16 printemps de la fille de Vincent Lindon, Suzanne Lindon. Oui. Qui est aussi Ah non, je l'ai pas vu, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. terriblement abyssal, mais Ouais. en fait bah, on retrouve pas mal les thématiques que Dolan va aborder dans toute sa filmographie, comme tu l'as dit, avec le rapport à sa mère, La construction de soi. Ouais. la construction de soi, etc. Mais en fait, mon problème, c'était surtout avec celui-là et sur pas mal d'autres films, c'est que les personnages qui jouent, en général, sont profondément pas détestables, mais c'est des gamins adolescents qui crient, qui Ouais, mais il y a une part de vrai, tu vois. Il Il y a une part de vrai un peu exagérée, peut-être. C'est pas très objectif comme remarque, mais je trouve souvent ces personnages un peu too much, non? insupportables. Vraiment, Ouais, ouais. Je trouve que c'est vrai dans un film. Pour un personnage dans un film en particulier, on en reparlera peut-être plus tard. La fille dans Mathias et Maxime, que j'aime pas du tout. Enfin, qui est faite pour qu'on l'aime pas en fait, mais dans le sens où en fait on n'aime même pas la détester elle, donc c'est différent, mais on reviendra je pense sur ce film plus tard. Après je trouve que c'est aussi pour ça que je pense que c'était pertinent de commencer la filmographie de Dolan, enfin de commencer à parler de la filmographie de Dolan en parlant de son premier film, parce que comme tu l'as dit en fait il pose les bases de ce qui le suivra pendant toute sa filmographie, que ce soit en termes de thématiques en fait, hein. Les relations mère-fils c'est un truc qui traverse tous ces films, vraiment tous, même quand c'est pas le sujet principal, mais aussi en fait en termes même de style, même si c'est fait avec 3 bouts de ficelle, je trouve que J'ai tué ma mère arrive quand même à se construire un style, même déjà les lumières chaudes, comme la façon dont les personnages sont sapés aussi, hein. Oui. La mère elle est très too much, mais comme la mère dans Mommy, comme la mère aussi dans Les Amours imaginaires, et ça pose vraiment les bases de tout ce que en fait c'est un peu le l'idole de Dolan, parce qu'en fait il avait moins d'argent aussi quoi, et aussi parce que c'est un, sans être forcément négatif, hein, quand je dis c'est la version leader prize de tout ce qu'a fait Dolan, c'est parce que c'est son premier film, mais aussi parce que il l'a écrit, il avait 16 ans. En fait, le scénario, il l'a écrit quand il avait 16 ans. Mais après, tu vois, du coup, c'est beaucoup plus gros sabot, quoi. Oui, c'est gros sabot, c'est excusable, mais il a quand même décidé de le tourner à 20 ans sans trop de recul, parce que je crois que du coup il a fait un long métrage sans jamais faire de cours avant. Ouais, c'était un truc comme ça, et ça se sent quand même que c'est un projet de jeunes adultes passionnés de cinéma. Rien que dans la mise en scène, c'est quelque chose de très appuyé, très saccadé, et le film il se divise quand même en chapitres, et les chapitres c'est vrai que les chapitres sont un peu mélangés. Donc en fait, limite t'inverserais le chapitre 1 avec le chapitre 4 et tu ferais n'importe quoi comme mélange. Ça reviendrait du pareil au même, en vrai, sincèrement. Donc c'est vrai que dans la forme, je suis assez d'accord pour dire que c'est un film un peu mal foutu, mais pour une première réalisation, au niveau du fond, je l'ai trouvé très pertinent.
Et je suis pas tout à fait d'accord avec toi justement sur les personnages parce que moi je les ai trouvés très vrais et très cassants dans le contexte dans lequel c'est. Ouais, moi je Ça trouve fait- aussi. ils font mal, ils font très En fait, mal dans le j'ai- film. j'ai- j'ai La jamais psychologie, trop- elle est atroce quand il pense Et bien. j'ai jamais trop compris pourquoi il détestait vraiment sa mère. J'ai l'impression que c'est Mais très- parce qu'en très fait- gratuit, Mais oui, mais en fait, c'est un peu je trouve tout le propos du film en fait. Hein. Mm. Ils se détestent un peu mutuellement, mais pourquoi Parce que. Pas parce qu'elle fait forcément quelque chose de mal, sa mère, mais parce qu'en fait, elle représente quelque chose dont il veut s'affranchir. Oui. Et elle représente l'autorité parentale, et c'est juste ça, en fait. C'est assez gratuit, mais à peu près comme comme beaucoup de relations très capricieuses envers... Alors oui, mais il y a eu quand même dans le film, et c'est là où c'est un détail que j'ai jamais compris par contre de ce film, il y a des petits détails, des petits mots, des petits connecteurs que l'enfant dit souvent. Et à chaque fois, je me disais, mais en fait, il sait pas... Tu vois, tu dis l'enfant. L'enfant, oui. L'enfant. Ça, c'est intéressant, tu vois, parce qu'il se comporte. Il se comporte, lui, comme Comme un un enfant. Bah, grave c'est comme un enfant. c'est Mais la après, crise, en fait, dans sa après, tête. il est au lycée quand même dans le... Ouais, mais ça reste l'enfant vis-à-vis de la mère, quand même. Enfin, Oui, non, mais voilà, mais je veux dire, et justement, c'est un enfant, il est au lycée, c'est un ado. Mais je reviendrai plus tard sur ça, sur cet aspect. Et parce que, pourquoi, mais et aussi parce que en fait, quelque part aussi, on le disait, il la déteste et tout. On disait, il n'y a pas vraiment de raison. Justement, c'est là où je voulais en venir, parce que si tu écoutes bien ce qu'il dit et tu repères bien aussi dans les parties de la maison, par exemple, où ils sont, je sais plus où exactement, les petits connecteurs qu'il utilise, ça renvoie au passé, à quelque chose du passé, notamment dans une scène de reproche. Oui. Et ça fait quand même vachement Mais c'est ça sous-entendre où il y a eu un problème fut un temps, et que pendant tout le long du film, moi je pensais qu'il allait dire c'était quoi ce problème que tu as vécu quand tu étais vraiment enfant, quoi. Ils ne l'ont jamais dit. Mais c'est ça que j'aime beaucoup chez Dolan, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de hors-champ Alors, il y a et beaucoup de backstory hors-champ, qui n'est pas vraiment évoqué. mais là je trouve qu'il a mal géré son concours. Ah non, moi, je trouve Tom à la que- ferme, où il y a énormément de hors-champ à Tom à la ferme, et Mommy, là par contre dans celui-là, Mais j'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé ça très frustrant. moi, j'aime beaucoup la backstory en hors-champ qui est jamais vraiment évoquée chez Dolan, parce que dans tous ses films, il y a ça. Dans Juste la fin du monde, mais alors que c'est même pas lui qui a écrit la pièce. C'est une pièce de voilà. théâtre de Jean-Luc Lagarce. Si vous voulez, moi j'ai des cours de dramaturgie sur cette pièce qui est fort intéressant. Par contre, si quelqu'un, et c'est toi que je regarde, Kylian, tu critiques ce film, et je crois que je t'encastre. Oui, il l'a pas aimé, je crois. Mais C'était il y a longtemps. Je leak un peu. Pas vu, je me prononcerai pas. trop. Mais en fait, la backstory en hors-champ chez Dolan, il y en a dans Juste la fin du monde, il y en a dans J'ai tué ma mère, là où il y en a aussi un peu dans Laurence Anyways, il me semble. Pourtant, je l'ai regardé beaucoup de fois. Ouais, bah, Mais par exemple, dans Mommy, il y a une backstory très, qu'on peut déduire, mais on ne saura jamais vraiment, par rapport à la voisine, qui est jouée par Suzanne Clément. Kayla. En fait, pourquoi elle est arrivée dans ce quartier pavillonnaire là, qu'elle a tout le temps peur quand quelqu'un marche derrière elle et tout. En fait, il y a une sorte de truc qui est très effleuré là-dedans, et qui est, je trouve, c'est toujours assez fin, parce que tu te doutes qu'il y a quelque chose, mais c'est jamais réellement évoqué, et pour autant, en fait, ça explique beaucoup de choses sur le personnage, sur les réactions du personnage, et ça explique aussi sa réaction quand elle gère Steve un jour, et qu'ils se battent en fait littéralement, et que lui profite de sa vulnérabilité, et qu'en amont elle sort de ses gonds, et que elle va totalement il sera tellement effrayé qu'il va se pisser dessus quand même, et en fait ça explique sa réaction, et ça explique son personnage, et sans pour jamais qu'on sache en fait ce qui s'est passé. Du coup, ça rejoint beaucoup les deux films, Mommy et J'ai tué ma mère. Il y a beaucoup dans l'aspect conflictuel du fils et de sa mère. C'est vraiment les deux où c'est repris le plus avec. Juste la fin du monde, ça l'est pas mal quand même. Hein. Ouais, Enfin, Juste c'est la une fin du famille monde, qui il y a se quand même, déchire quand C'est même. une Hein. famille, mais pas spécialement avec la mère, parce que la mère, dans Juste la fin du monde, dans mon souvenir, en tout cas, c'était pas. C'est notamment par rapport aux frères, oui. C'est surtout avec le frère que ça, avec le En perso fait, de c'est très Vincent général dans Juste la fin du monde. Je reviendrai, on pourra en revenir, parce que je pense que Juste la fin du monde, ça peut être une grosse partie du podcast. Ouais. Mais je pense que c'est plus général. Le conflit est plus général en fait dans Juste la fin du monde, et pas seulement que le frère, et pas seulement que la mère. C'est littéralement la destruction d'une famille par les membres de la famille.
Ouais, C'est par la les non-dits. définition. Mais en fait, c'est En ça soi, il le. propose une définition de la famille. Mais en fait, chez Xavier Dolan, c'est tout le temps des problèmes qui sont des conflits qui sont liés au non-dit et à un manque crucial de communication et Le cruel. film, il est pas très innovant quand même. non, J'apprécie beaucoup, mais c'est vrai mais que tu t'attends à ce que ce soit du Dolan à chaque fois, quoi. Enfin, Bah, après, non, mais un bon réal fait toujours à peu près le même film sous différentes versions. Il reste toujours un peu c'est là où je près- suis pas d'accord justement. Tu veux qu'un réal fasse toujours quelque chose de différent? Oui et non. C'est pas le sujet. Bah, C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. justement, Totalement c'est, sujet. vous avez 4 heures. Je suis pas là dans 4 heures. hein. Dolan, il a un côté Spielberg là-dessus, c'est que en fait, malgré que ce soit volontaire ou pas, il va beaucoup imprégner de lui-même dans ses personnages. C'est que constamment, il va voir. Alors déjà, il y a un truc, c'est que souvent ces films vont commencer par des citations de philosophes, Insupportable. de philosophes Non. qu'il admire. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il a lui-même des citations et des dessins de Albert Camus qu'il a tatoués sur le corps. Ok. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se ramène souvent. En fait, pour comprendre le cinéma Xavier Dolan, il faut s'intéresser à Albert Camus, parce qu'en fait, il partage beaucoup ses visions en fait de l'art. Et en fait, pour Dolan, un bon cinéaste, c'est un cinéaste qui est pluriel. C'est pas un mec qui fait que réaliser. Pour lui, un bon cinéaste, c'est quelqu'un qui écrit, qui réalise, qui fait les costumes, comme Xavier Dolan, parce que souvent, c'est lui-même qui réalise les costumes pour ses films Ouais, aussi. il fait tout. Hein. Et du coup, lui, en fait, souvent, ce qu'il va ramener dans ses films, c'est des personnages où il y a de lui-même. Parce que souvent aussi, il va jouer dans ses propres films aussi. Et en tout cas, c'est souvent des films très personnels. Et le côté réaliste vient aussi du fait, c'est que dans la réalité, on ne sait pas forcément en fait, ce que les gens peuvent vivre en fait, dans leur vie. Et c'est un truc qu'on retrouve effectivement qui est chouette, je trouve, dans le cinéma de Dolan. C'est que du coup, on va pas... Enfin, c'est la même chose, c'est-à-dire on se doute qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas forcément le savoir. Et ça fait que c'est quelque chose qui est très pur et très subtil et qui fait que son cinéma, il n'est pas frontal. Et ce qui rend que pas mal de thématiques, elles peuvent être abordées, mais une thématique difficile, sans que pour autant ce soit dérangeant ou perturbant. Je suis très d'accord. Et en plus, Bien. quand tu reviens de. Enfin, Bien. drop the mic. Non, mais en plus, quand tu parles d'Albert Camus, moi, je trouve que c'est pas étonnant. Parce que j'adore Xavier Dolan. Et Albert Camus, perso, c'est mon auteur préféré. Et pour en revenir d'ailleurs à l'aspect assez littéraire des films de Dolan, là où peut-être ça se confirme le plus, c'est dans son deuxième film, Les Amours imaginaires, qui est son pire film, à mon sens. Mais lui-même le dit. Celui-là, je l'ai pas vu, donc ça Cet compte quoi? Cet aspect citation. Attends, je finis l'idée, après on raconte. En gros, genre cet aspect citation, tu vois, au début d'un film. En plus par un mec, genre c'est à peine son deuxième film, tu vois. Genre en fait c'est des détails qui me font pas crisper, mais je suis là en mode, le gars se prend vraiment au sérieux, quoi. Genre le gars il arrive, il fait du cinéma, mais je dirais pas que c'est prétentieux, mais il se prend pas pour de la merde. Mais il le dit lui-même que c'était complètement prétentieux. En fait, il l'a complètement. Il y a quelques années, quand il a sorti, je sais plus, c'est quand il sortait Juste la fin du monde ou Ma vie avec John F. Donovan, il l'a dit en interview, je crois que c'était chez Yann Barthès, il l'a dit que il avait revu le film il y a pas longtemps, en fait, le film Les Amours imaginaires, avec justement Mona Chokri, qui du coup maintenant aujourd'hui est réalisatrice, qui a eu le César du meilleur film étranger, etc. Parce qu'elle joue dedans, c'est elle le personnage principal féminin. Et tous les deux, ils se sont regardés en mode, mais comment on a pu faire ça? Et que pour lui, Qu'est-ce que j'ai fait à le cette époque moins bon, mais c'est même le pire de tous ces films, c'est celui-ci de très loin. Et que il avait, je me rappelle avoir vu l'interview et qu'il disait. Et en fait, ils sont en train de manger des Kinder, voilà, qui sont en train de déballer devant le micro. Mais et du coup, ils disaient tous les deux qu'ils se sentaient désolés pour ce film et que ils trouvaient ça profondément prétentieux et détestable et que. Mais ça parle de quoi? En fait, c'est l'histoire d'un triangle amoureux. Chiant déjà. Mais un vrai triangle amoureux. Un vrai triangle amoureux, pas un truc cuculapraline? Non, je dis un vrai triangle amoureux en mode les trois persos,
c'est un vrai triangle, tu vois, c'est pas deux gars qui sont sur une meuf comme les films que tu peux voir d'habitude, genre les trucs, je sais pas, Twilight. Là aussi, j'avais l'exemple de Jules et Jim de Truffaut. Ouais, mais moi j'allais venir là-dessus justement. J'allais venir sur Jules et Jim. Mais du coup, pour le coup, le seul truc vraiment où on peut dire, ok, pour ce coup-là, c'est vraiment un vrai triangle amoureux parce que les trois persos sont intéressés par l'un et l'autre un peu de façon égalitaire en fait. Ouais. Mais en fait, les amours imaginaires, tu parles de Jules et Jim, c'est qui est très juste parce que je pense que c'est une inspiration directe. Mais comme beaucoup avaient dit que J'ai tué ma mère était une inspiration, enfin était inspiré des 400 coups. Bon là, je suis quand même un peu moins convaincue, mais je crois qu'il avait dit qu'il avait écrit, qu'il avait regardé les 400 coups après avoir écrit le scénario de J'ai tué ma mère, donc c'était peut-être assez inconscient. Mais les amours imaginaires, c'est inspiré de Jules et Jim. Mais les amours imaginaires, je pense que c'est aussi inspiré de Lion's Love de Agnès Varda. Pareil, triangle amoureux. Et en fait, il y a beaucoup de plans qui ressemblent énormément dans les amours imaginaires à Lion's Love de Varda. Les plans où ils sont dans le lit. Les plans un peu en mode tableau, tu sais, avec les chamallows qui tombent derrière. Je trouve que ça fait beaucoup de tableaux vivants. C'est vrai de qu'il Agnès Varda. y a relativement de plans larges. Souvent, c'est des plans très rapprochés chez Dolan. Mais quand il y a des plans larges, il y a un point commun souvent qu'on peut trouver avec des cinéastes de la nouvelle vague. Que ce soit Truffaut, que ce soit Varda. Il a toujours cette façon de composer le plan. Mais ça, c'est la pellicule aussi qui fait ça, je pense. Où là, il va avoir vraiment des plans où là, en fait, il sait très bien gérer sa profondeur. Malgré qu'il utilise très peu. Il sait très bien gérer sa profondeur et c'est quelque chose qu'il a en commun avec Godard, avec Truffaut et avec Varda. Il aime pas trop Godard, je crois. Ouais, mais je parle d'un point de vue réel, genre. Mais c'est beaucoup inspiré de Varda. Oui, ça c'est sûr. Je pense qu'il préfère Truffaut aussi à Godard, c'est sûr. Je pense qu'il va plutôt se rapprocher de Truffaut et des gens de la rive gauche. Ouais. C'est assez. De toute façon, ils s'inspiraient tous les uns et des autres à un certain point. Mais je trouve que avec Agnès Varda, c'est quand même assez clair. L'inspiration, qu'elle soit consciente ou pas, mais. Ah mais elle est consciente. Oui, mais après je pense que des fois on est inspiré par des trucs rien que dans juste la fin du monde, moi j'ai retrouvé énormément de ressemblances avec par exemple des documentaires de Varda, notamment avec des plans très rapprochés là, ouais, des plans très rapprochés, ou notamment quand ils sont dans la voiture et que t'as le frère qui pète un câble et que la caméra elle bouge en même temps qu'il y a son pétage de câble, quoi. C'est genre pour moi je me suis dit en fait c'est comme si ça aurait pu être Varda qui avait filmé ça, quoi. Après, c'est clair. Le style de Dolan, il a l'air de bouger. En fait, quand Dolan il réalise à Hollywood, genre John F. Donovan, ça n'a rien à voir. Genre, en fait, son esthétique, c'est comme si elle restait que quand il travaillait avec des petites équipes. Parce que là, en fait, tu as l'impression, tu regardes un biopic sur un mec qui n'existe pas, en fait, John F. Donovan à certains moments. Et là, tu es en mode, mais il est où, en fait, le côté qu'on connaît Dolan? Je vois pas où il est, à part dans la composition de certains plans. T'es en mode, il est où en fait Dolan sur mais le il a film, été assez frustré sur ce film-là. Il y avait eu parce que du coup, je suis le travail de Dolan depuis longtemps et du coup j'ai suivi les sorties à partir de j'ai vraiment suivi toutes les sorties à partir de juste la fin du monde. Et pour le coup, John F. Donovan, c'était un long processus créatif qui l'a frustré, je pense. Mais pour en revenir aussi aux amours imaginaires et des inspirations, c'est que aussi les amours imaginaires, je pense que c'est son film le plus. Lui, il est beaucoup dans la citation. Donc, quand même, vous avez Dolan dans la citation même, de pas forcément littéraire, mais de film. Et je pense que musical. Et je pense que Les Amours imaginaires, c'est le film le plus cité, enfin qui cite le plus de films différents, notamment In the Mood for Love. Pendant toute une partie. Le ralenti. Le fameux plan de dos ralenti. Voilà, et puis dans les chambres, les sortes de néons. Mais des plans de dos ralenti, il y en a aussi dans Lawrence Anyways. La scène d'introduction. Ouais. Mais il s'autocite aussi. Oui, ouais. Il s'autocite, mais les citations qu'il utilise au début de ses films, qu'elles soient filmiques, musicales ou littéraires, il nous donne quand même déjà un indice de ce qui va se passer. Plus ou moins. Enfin, par exemple, pour Thomas Laferme, Les Moulins de mon cœur. Ça en dit long quand même après sur la suite. Mais je trouve qu'en fait les ouvertures de Dolan sont toujours très importantes, les génériques chez Dolan. D'ailleurs il y a une vidéo dans Les Amours imaginaires. Je l'ai vu, le blow-up, il est génial. Il y a un blow-up qui vient de sortir sur le générique de Dolan. Il est excellent en plus. Et qui sont très, le début des Amours imaginaires qu'il avait fait aussi avec J'ai tué ma mère aussi, c'est les discours face cam. Ouais, les face cam, ouais.
Pourquoi faire Et moi, je trouve que Genre, en plus, dans les amours imaginaires, ça sert pas à grand chose. Non, je suis rien, d'accord. ça a Mais rien à après, voir, franchement, c'est les pas amours du tout imaginaires, moi, j'ai pas honte de le dire, c'est pas un film que j'apprécie particulièrement. J'adore Dolan, c'est mon réalisateur, sans doute mon réalisateur préféré, de façon générale, si vraiment je devais prendre en compte un ratio film. Mais les amours imaginaires, l'ouverture et même tout le film, c'est pas un film que j'apprécie vraiment. Et vraiment, l'ouverture, elle est tellement useless. Alors qu'au moins, les face cam de J'ai tué ma mère avaient une fonction. Je trouvais qu'ils étaient utiles, quoi. Parce que ça faisait une sorte de journal intime et que ça renvoyait à quelque chose de l'adolescence et de la frustration, d'être bridé, de pas savoir à qui parler. Et c'était un truc, d'ailleurs, ça se voit, je trouve, dans les face cam de J'ai tué ma mère. L'ado, il fait ça pour. C'est une sorte d'exitoire. En fait, c'est pour ne pas tuer sa daronne, en fait, justement. C'est pour ne pas passer à l'acte, quelque part. Je grossis le trait, mais c'est pour justement vomir quelque part tout ce qu'il a à dire, quoi. C'est pour dégueuler. C'est pareil dans John F. Donovan, à chaque fois que le jeune garçon, le correspondant de John F. Donovan, à chaque fois qu'il va s'adresser, il y a certains moments des regards caméra, mais c'est à chaque fois qu'il va exprimer quelque chose qui est très personnel, en fait. C'est pour créer ce lien avec le spectateur et lui dire « j'ai quelque chose à te dire ». Et il faut que je te le dise moi-même pour que tu le comprennes. Mais il y a une forme de complicité. Je sais pas, j'avais lu quelqu'un une fois dire Xavier Dolan, il est très égoïste dans ses films parce qu'il ne pense pas au spectateur. Et en fait, je trouve que c'est pas vrai parce que je trouve que justement, il y a souvent une certaine complicité du personnage principal avec le spectateur. Même si ça passe pas forcément par un regard caméra très classique ou un discours face cam ou un monologue, tu vois. Mais je trouve qu'il y a une certaine complicité. C'est très vrai, je trouve, dans Mommy, avec la mère, qu'il y a une certaine complicité avec le spectateur, notamment dans la scène où elle apprend qu'elle a été, quand elle est mise en demeure et qu'elle reçoit la lettre et que le cadre se referme. Il y a vraiment un regard caméra qui est très intense, alors qu'il n'y a pas vraiment de regard caméra ou d'adresse directe au spectateur dans le film. Oui, je te rejoins. Mais c'est vrai que par contre, niveau des adresses, ce que je trouve un peu dommage dans les films de Dolan, c'est que le personnage principal ou secondaire en général qui a une adresse et encore, alors que certains autres personnages qui sont tout aussi importants n'apportent rien de plus. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve qu'ils se cantonnent à trois profils, et ils oublient totalement le reste. Et souvent, genre, effectivement, il y a des personnages qui va mettre de côté, souvent Dolan, c'est-à-dire qu'il va pas se développer. Et souvent, c'est les personnages féminins qui vont se retrouver de côté dans ces films. Tom à la ferme, la daronne. Et les personnages la mère, excusez-moi. Mis à part dans. Dolan misogyne. Mis à part, en vrai, avec Mommy et Laurence Anyway, je pense pas qu'on puisse dire ça. Non, moi je trouve que. Mais en tout cas, c'est des personnages, en tout cas. Mis à part effectivement comme les deux films que j'ai cités là, en général les personnages féminins vont se retrouver un peu mis de côté. Je suis pas très d'accord. Mais... Alors, okay. Exemple concret pour juste la fin du monde. Ouais. La mère non. La sœur, ouais. Non, pas la sœur. La femme. Meuf, la femme. La belle-sœur. Oui, la belle-sœur. Merci. Marion Cotillard. Elle a été. C'est la Léa Seydoux. Léa Seydoux, c'est la sœur. Après, pour mettre en contexte, Kylian n'a pas su qui était Mathias, qui était Maxime dans Mathias et Maxime. D'une heure de film, je savais pas qui étaient les deux. Dans Juste la fin du monde, la belle-sœur, il a totalement transformé son rôle. Il l'a minimisé comme pas possible, alors que dans la pièce de base, elle a un certain cachet. Et tous les restes des persos, c'est good. Mais par contre, au niveau de la belle-sœur, je trouve qu'il, comparé à la pièce écrite en elle-même, il l'a vraiment minimisé. Après, je l'ai lu il y a très longtemps. Pour faire une comparaison. Je l'ai lu il y a très longtemps, la pièce. Donc j'ai plus assez de recul. Par contre, je trouve que je suis pas d'accord quand vous dites que les personnages féminins chez Dolan sont minimisés ou invisibilisés. Et je trouve pas que ce soit le cas d'ailleurs dans Juste la fin du monde, parce que pour moi le personnage le plus important en fait c'est le personnage de Marion Cotillard.
Pour moi, c'est limite elle le personnage principal, dans mon point de vue du film. Après, Parce que c'est elle qui comprend tout dès le premier regard. C'est elle qui comprend tout, mais c'est C'est elle elle qui a, brime, hein. c'est elle qui a le moins de dialogue. C'est elle qui a le moins de dialogue, mais parce que mais en fait, elle s'auto-brime parce que elle se sent pas légitime d'intervenir parce que c'est pas sa famille Alors- et qu'elle est la seule à pas être de la famille. C'est elle qui comprend tout dès le début Alors oui, et qui mais comprend qu'il va mourir et qu'ils se comprennent mutuellement. ça, après, moi, je l'ai pas vu, du coup, je peux pas dire malheureusement pour ce film-là. ok, mais je suis pas d'accord pour dire que c'est pour autant le personnage plus important. Là, par contre, Quand tu parles du regard, est-ce que c'est le plan qui dure? Parce que j'avais rematé du coup quelques extraits quand même sur juste la fin du monde. Est-ce que c'est le plan où ils se regardent mutuellement assis sur le canapé En ralenti, en ralenti pendant pas 2 que, minutes? pas que celui-ci. Ok. Il y en a plusieurs pour moi. Il y a, Celui-là est ce- très long comme il y a celui-ci où pour moi c'est un peu l'aveu que dès leur première retrouvaille en fait elle comprend tout. Mais en fait il y a plusieurs regards, notamment quand elle lui sert un verre de vin. Et tu sais, il y a le truc où elle lui met, il me semble qu'elle lui met une breloque autour de son verre à pied. Ouais. Et il y a pareil, il y a un regard entre eux qui est échangé. Notamment aussi à la fin, quand il lui fait un signe, il lui fait le signe de chut, ne dis rien, ne verbalise pas en fait le fait que je vais mourir. Je sais très bien que tu as compris dès le début que je vais mourir, mais justement reste comme ça et ne le verbalise pas, parce qu'il faut pas le verbaliser, il vaut mieux qu'il se soit pas dit en fait. bah, dans tous les cas, ce qui est bien dans Juste la fin du monde, c'est que tous les personnages, ils sont tous, c'est des protagonistes et des antagonistes, tous très À leur manière, ouais. à leur manière et très rassemblés. Mais sincèrement, au-delà de son aspect très très connard, pour moi, c'est clairement le frère qui a le rôle le plus important parce que c'est lui. C'est lui qui fait tout exploser et c'est lui qui souligne absolument tout du film. Et, Ouais. et que quand ils sont dans la voiture, il a très bien compris aussi le fait qu'il allait se buter. Oui, Donc mais en fait, lui, là, il l'a je suis- compris aussi assez vite. Hein. Oui, parce Mais- que lui, il l'a compris. La seule qui a rien compris, c'est la sœur au final. Oui, parce que c'est la plus jeune et que c'est celle qui a moins vécu avec lui aussi, en fait. Oui, C'est et celle elle- qu'il connaît le moins. Oui, mais sincèrement, pour dire que les personnages principaux, le personnage principal, enfin l'auteur, bien sûr, lui, mais pour moi, les frères et sœurs, les trois, c'est les principaux de chez principaux. En fait, c'est pour ça que je trouve que c'est un film assez choral au final. C'est un film choral, ça a le but, mais c'est Mais- juste parce pour que souligner tous les- que tous Marion les- Cotillard, ouais. je suis pas d'accord. Tous les personnages sont un peu à égalité. Elle a beau avoir compris dès le début qu'il allait mourir, qu'il voulait se tuer, qu'elle a été très douce avec lui, ok, c'est une chose, mais elle a rien déclenché du tout dans le film. Elle déclenche rien du Après- tout, elle est là, elle éponge, mais elle souligne rien. J'ai pas lu. Mais moi, je trouve que. Pardon. Vas-y, non, termine. J'ai pas lu la pièce, mais l'aspect choral, c'est un truc en fait qui est commun au théâtre et finalement que c'est Oui. normal qu'on le retrouve dans le film, je pense. Oui, ça oui. Ouais. Oui, bien ça, sûr. oui. Mais je trouve que même en termes de mise en scène, ils sont tous mis à peu près à égalité, Ouais. les personnages. Et moi, je suis. En fait, je trouve que Marion Cotillard est très importante parce qu'en fait, le message du film, c'est malgré le fait que ce soit une famille et qu'ils ont toujours vécu, enfin, ils n'ont pas toujours vécu ensemble, mais qu'ils ont grandi ensemble, qu'ils sont du même sang, et ben en fait, ils ne se comprennent pas. Et au final, celle qui le comprend le mieux et qui le comprend tout de suite, c'est Marion Cotillard, qui paradoxalement ne fait pas partie de la famille. Et en fait, elle est le soutien, elle est le support du message du film. C'est le déni familial. du Oui, coup, c'est un le peu. déni familial, mais aussi le paradoxe en fait. Le paradoxe parce que malgré le fait qu'ils soient du même sang, que la mère elle est éduquée, qu'elle ait éduqué cet homme-là et que en plus ils ont grandi ensemble et que bref ils partagent quand même quelque chose de très fort. Et ils ne se comprennent pas et ils sont en conflit, dans une sorte de conflit, un peu une guerre froide en fait. C'est froid. Oui. Et ils se comprennent pas. Et alors que ils sont dans le déni, mais dans un déni même presque inconscient. Alors que elle comprend tout de suite parce qu'en fait elle a un point de vue extérieur. Et en fait quand tu regardes le tableau de façon extérieure, tu sais tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. N'importe qui de sensé sait qu'il y a quelque chose qui va pas bien en fait dans cette famille. Et elle est le spectateur en fait. Elle est le regard du spectateur. Oui. Et ça en fait, et elle est le support, elle est le soutien du message du film pour moi. Alors après, oui, ça c'est bien aussi. Ce qui est bien dans cette pièce aussi, c'est que tous les personnages ont des rôles importants. C'est vraiment une pièce. Attends, ils sont combien ? 3, 4, 5. C'est une pièce à jouer à 5. Ça restera toujours. Mais moi, de base, mon propos, c'était que dans le film. Dans la mise en scène, ouais. Dans le film, non, Dolan, il a totalement minimisé le rôle de la belle-sœur comparé à la pièce. Dans la pièce écrite, elle a un rôle beaucoup plus gros.
Elle a plus de dialogue dans la Elle pièce a écrite. beaucoup plus de dialogue, Ouais. elle a beaucoup plus d'action, elle a son monologue à elle, chose où il y a le monologue de la fille, monologue des deux fils, il y a même un court monologue de la mère. Les deux là, on les retrouve pas spécialement dans le film. On retrouve des pensées, on retrouve des actions, on retrouve pas tant les caractéristiques de la pièce. Bah, en fait, je trouve que il y a quand même assez. Je trouve que les dialogues dans le film sont très bien écrits. Oui, mais de c'est façon pas générale. ça non plus que je dis. Non, mais je trouve qu'ils sont très bien écrits. Je vais aller du coup jusqu'au bout. Mais Ils ont fait un changement. Ils ont fait un changement radical, lui. oui, Qui est significatif. pour la mais pièce. au final, il y a quand même beaucoup de silence aussi dans le film. Beaucoup de silence. Et je trouve que, par exemple, peut-être le personnage le moins important dans le film, c'est peut-être Suzanne. C'est la mère. Non, la sœur. La sœur, oui, pardon, La sœur. oui. Et, non, parce que le but aussi, c'est de montrer, c'est quand même de montrer cet aspect où c'est une famille dans les normes sociales qui est considérée comme grande, vu que c'est 3 gosses, et qu'en France, on est considéré comme famille nombreuse à partir de 3 enfants. Ça montre une famille qui avait plutôt les moyens quand ils étaient jeunes, qui n'avait pas forcément qui était très différent. Et la différence entre tous, elle est nécessaire dans le... C'est super atroce ce que je vais dire, mais ils sont nécessaires dans le suicide du protagoniste. Mais il se suicide pas, hein. Mais dans l'intention d'eux. Non, il est malade. Il est malade. Ah oui, c'est Il se malade, suicide merde. pas. Il a le sida même. Oui, il a le Soit sida, il a Putain, Jean-Luc Lagarce est mort du sida, donc on pense qu'il a le sida parce qu'on dit que c'est un peu un truc autobiographique, mais il a en gros il a une maladie incurable. Dans la pièce, il se suicide. Dans la vraie pièce écrite, il se suicide. Ça me fait Ouais, bah je suis restée bloquée sur ça ce me fait suicide. beaucoup penser aussi, là, ça vient de me pop, mais à Vania de Tchekhov. Ah ouais. Vania Tchekhov, ouais. Donc, ouais. Largement, ouais. Ouais, l'oncle Vania, ouais. Dans tout Ou le conflit Wojciech. Familial, dans tous les aspects différents de la famille, et je crois que le perso principal aussi voulait pas non, il voulait tuer son père, je crois. Pareil, ça c'est un truc qui revient en fait dans John F. Donovan, genre le fait d'avoir ce personnage-là qui se sent alien dans sa propre famille. Parce qu'en fait, le truc de John F. Donovan, c'est que du coup, le personnage de Donovan, il se sent en permanence en dehors. C'est-à-dire, il a un syndrome de l'imposteur. Et je trouve que c'est un film qui exprime super bien le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, à aucun moment, il se sent à sa place, même dans sa propre famille, il ne se sent pas à sa place. Et il se sent complètement différent en fait, par rapport à sa famille. Et en fait, il n'y a que à travers sa correspondance, du coup, avec... comment il s'appelle ? Il s'appelle Nick, je crois, le gamin, je sais plus. Je sais plus, ouais. Mais je crois que c'est Nick. Ouais, mais du coup, sa correspondance avec du coup, ce gamin qui vit en Angleterre, où il va découvrir en fait qu'il n'est pas seul et que justement, que ce gamin-là aussi ressent le fait de se sentir alien. Et du coup, c'est vraiment un truc qui est commun. Et là, pareil, du coup, toujours la relation avec la mère qui est vraiment du coup bien mise en avant aussi dans John F. Donovan, sur les mêmes points en fait que tu as abordé tout à l'heure. Et du coup... Mais oui, ouais. Pour reprendre avec la relation avec la mère et pour refaire un retour sur J'ai tué ma mère et l'aspect, comment dire, que je détestais sur du coup J'ai tué ma mère et que je trouvais assez mal géré dans leur relation, sur John F. Donovan quand il est, on va dire, un peu bridé. Genre, pour le coup, je préfère vachement la relation... Brimé ou bridé ? Bridé. C'est quoi la différence ? Il n'y en a pas tant que ça. Ça va pas te dire la même chose, ouais. À peu près. Mais du coup, dans John F. Donovan, cette relation mère-fils, qui là aussi est très conflictuelle, mais qui, pour le coup, apporte une justification. C'est plus du non-dit, là. Donc, pour le coup, ça... préférentiel à chacun sur le non-dit ou sur le dit. Pour le coup, là, c'est dit. Genre que c'est un peu justifié pourquoi le fils déteste quand même un peu sa mère qui l'empêche de devenir ce qu'il veut être. Mais pour le coup, je préfère... Genre, même le fils, là, est beaucoup plus jeune et il a un craquage. Elle l'empêche. Il a 10 ans. Il a quoi ? Il a 10, 11 ans ?
Oui. À peu près, ouais. Mais il a exactement le même craquage que les persos de Dolan au début de sa filmographie qui ont 16-17 ans. Mm. Et c'est pour ça que je trouve le perso du fils d'Angelo Donovan beaucoup plus intéressant parce qu'il est beaucoup plus intelligent, on va dire. Je vois, je suis assez d'accord. J'adore les gamins intelligents dans les films. Genre, c'est l'un de mes triptyques de persos préférés. Mais là, pour le coup, quand le gamin pétait un câble ou quand la scène de sa crise d'euphorie devant la télé, que je trouve, c'est un peu chiant, mais c'est un gamin, tu vois. Et puis, Ouais, c'est vrai. ce que j'ai beaucoup... Ça a marqué d'une pierre blanche, c'est la première fois qu'on est autant en désaccord avec Maza. Que Lou et moi, que toi et moi surtout. Hein. Ouais, c'est vrai que... Parce qu'en général, on est d'accord sur tous les podcasts mais avec là, c'est vrai que là, on n'est pas d'accord. Ouais. Mais du coup, moi, en fait, ce que j'ai retrouvé aussi... Il va détruire une amitié. Qui était... Kylian aura... Détruit une amitié durant ce podcast. L'antagoniste... I have a dream. L'antagoniste aura vraiment fait bien son job, quoi. Vu que tu parles de la scène d'euphorie, c'est devant la télévision. En fait, c'est quelque chose, même si c'est forcément exagéré, il y a beaucoup d'éléments qui sont exagérés dans le gamin. Mais il y a un côté où je pense on peut être beaucoup de souhaits dans ce gamin-là, en fait, du truc-là. J'ai jamais crié devant une télé. Non, moi non plus, mais c'est pas là où je veux en venir. C'est l'échappatoire après du coup après ce que tu as vécu dans la journée, en fait. C'est-à-dire en fait ce que tu vis en dehors, c'est tellement de la merde que il y a que la télévision qui t'apporte ou la musique qui peut t'apporter ça, et c'est quelque chose, je pense qu'on peut beaucoup se retrouver dedans, et c'est ça qui est chouette, et je trouve que c'est un des gros points qui fait que Johnny Donovan m'a autant touché. Il y a un côté un peu Aronofsky, hein, avec Requiem for a Dream, de l'euphorie devant la télé, de ce truc du quotidien, d'une routine, en fait. Non, mais du coup, pour revenir par contre au processus créatif de Johnny Donovan, du coup, ça a été son premier film hollywoodien. Il l'a commencé et en même temps il travaille aussi sur Juste la fin du monde, en fait. Donc il a travaillé sur plusieurs films en même temps. C'est son avant-dernier film. C'est ça, ouais. C'est en partie la raison de sa fatigue après qu'il a eu. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un très gros projet. Et en fait, notamment, il devait y avoir l'actrice Jessica Chastain dans le casting. Et ils avaient commencé la promotion du film sans qu'il ait fini, en fait, le montage. Je crois peut-être même le tournage, mais le montage notamment du film. Et en fait, le premier montage du film durait plus de 3 heures, presque 4, je crois. Et du coup, c'est pour ça que la sortie du film a été retardée, parce qu'il a dû retravailler le montage et qu'il a coupé au montage Jessica Chastain, qui avait déjà été utilisé pour les premiers posters de promotion. Donc elle a bel et bien tourné dans le film. Elle a bel et bien tourné dans le film. Okay. Elle a tourné dans le film, et toutes ces... En fait, elle devait, je crois, jouer le rôle d'une agent de célébrité, un truc comme ça, ou d'une productrice, je sais plus. Et en fait, elle a été complètement coupée au montage, alors que il y avait des posters avec que Jessica Chastain qui avait commencé à être publiés du film. Wow, okay. Et il a dû complètement la couper au montage. Et d'ailleurs, je sais pas du coup par quel génie il a réussi à faire ça, ou comment le film a été écrit pour qu'il puisse se permettre de complètement la couper au montage, comme si elle n'avait pas existé, en fait, de toute la narration. C'est-à-dire qu'il a dû couper quand même une bonne grosse partie de la narration pour que ça ne se remarque pas, étant donné que le film durait presque 4 heures, en fait, de base. Et ça l'a énormément frustré. Genre beaucoup. Je me rappelle qu'à l'époque, il avait publié un communiqué pendant le remontage du film en disant que, en gros, il était en gros à bout, quoi, et que du coup, il était en train de remonter, et que c'était pour ça que la sortie du film était encore repoussée. Alors qu'ils avaient déjà commencé la promotion avec des posters avec des acteurs qui ne sont même pas dedans. Tu vois, genre un peu le truc, quoi. Et du coup, je pense que ça lui a laissé un goût assez amer, en fait, et que c'est pour ça qu'après, il est revenu sur Mathias et Maxime, avec Mathias et Maxime, sur un film déjà qui n'est pas hollywoodien, et en plus qui est en petit comité, c'est lui qui joue, c'est ses potes, c'est fait un peu avec 3 bouts de ficelle. Il est vendu comme un film indé, celui-là, il me semble. Mathias et Maxime ? Ouais. Mais c'est un film indépendant, Mathias et Maxime. Ouais, en soi, c'est acté parce que ça a été un petit peu en débat à l'époque. Je crois que je crois que c'est le premier ou le deuxième film de sa société de production à lui. Ok. Et surtout, il l'a vendu un peu comme un film en mode fait avec la MIF, tu vois, ouais, genre c'est ça. Un peu, voilà, c'est un peu ses potes, il y a Anne Dorval, c'est un retour aux origines, voilà, quoi, c'est ça se passe au Québec avec des potes, c'est lui qui joue dedans, enfin voilà, quoi. Ça renoue avec plein de thématiques qu'il avait déjà abordées avant aussi.
etc. Donc c'est marrant le contraste dans la filmographie parce que tu as Death and Life of John F. Donovan et juste après tu as Mathias et Maxime. C'est en termes de production, c'est ils sont tous les deux aux antipodes quoi. Surtout John F. Donovan avec son ouverture new-yorkaise en hélicoptère, c'est du jamais avec vu, ça, Adele et tout. Ouais, c'est jamais vu ça chez Dolan. Genre quand j'ai vu la scène d'intro, je me suis dit ça peut être n'importe quel réalisateur sauf Dolan. C'est le dernier mec que je vois faire des plans sur la Statue de la Liberté en énorme et tout. Mais c'est Laurence Anyway, ça commence pas par des gros plans paysages. Non, Laurence Anyway, ça commence par des plans brumeux de dos de Laurence. Ouais. Avec une musique. Je sais plus dans quel autre film il ouvre sur gros plan paysage. Il y a Thomas Laferme. C'est Thomas Laferme, ouais. Avec les moulins de mon cœur. Les plans hélicoptères, ouais, c'est. Ouais, c'est Thomas Laferme. Okay. Thomas Laferme, on n'a pas trop abordé Thomas Laferme. Mais c'est un de mes films préférés de Dolan, Thomas Laferme. Parce que j'ai trouvé que... Alors, toi, t'as dit ce que t'adores dans les films, c'est par exemple les enfants très intelligents. Ouais. Qui m'intéresse le plus dans les films, c'est savoir comment une intention va être développée. Et dans Thomas Laferme, le côté malsain est extrêmement appuyé. T'as vu la pièce ? Thomas Laferme, oui. Okay. Oui, je l'ai vu. Tu peux faire un comparatif du coup. Ah, mais copier-coller. C'est. Moi, j'ai pas lu ni vu, donc je peux rien dire. La pièce est un huis clos, à ce que j'avais vu. La pièce est un huis clos un peu plus sauvage, on va dire. D'accord, ouais. Un peu plus sauvage. Là, dans le film. Un peu plus de vache. Un peu. C'est toi la vache. Du coup, elle a perdu son argument dans le. Oui. Et le côté malsain dans Thomas Laferme là était extrêmement intéressant et poussé. Et c'est ce qui m'a plu dans le film. T'as un mec qui arrive dans une campagne à la con pour aller à l'enterrement de son pote. Il voit le frère de son pote lui fait faire des trucs what the fuck, il le frappe, il reste, il a une affection pour lui, pour qu'à la fin, en fait, presque dans la scène de la danse, dans la scène de la danse dans la grange, elle était tellement malsaine, ça fait froid au dos. Ce qui est vraiment terrifiant dans le film là, c'est que en fait, tu vois clairement que le frère, en tout cas de l'amant de Tom, il a clairement une attirance pour Tom. Mais c'est tellement refoulé au fond de lui qu'il en devient d'une violence qui est terrifiante. Il a des propos misogynes, des propos racistes, et à la fin, c'est une critique du monde un peu pecno, etc. que Dolan voulait faire. C'est un peu une critique du monde contemporain. Dans le but de la pièce, c'est une critique du monde contemporain dans son entrée. Ça me fait un peu penser à, je sais pas si vous connaissez l'auteur Édouard Louis. Oui. Et du coup, son premier livre, justement, lui aussi, c'est un livre un peu, assez autobiographique. Et il est beaucoup dans l'hyperbole de ce milieu-là, le milieu campagnard. Et lui aussi, il s'est construit en tant que jeune homme homosexuel dans un milieu qui était plus ou moins hostile, ou du moins dans un milieu ignorant. Et moi, ça me faisait penser un peu à ça, dans la démarche, du moins. Et là, je suis d'accord. Ah bah voilà, on est de nouveau copines. Réconciliation, c'est bon, ça a duré 2 secondes. C'est à ça que je voulais en venir, du coup, quand je disais critique du monde pecno, c'est pas dans le sens c'est pas dans le sens genre les campagnards c'est tous des cons. C'est vraiment ce que je voulais dire tout à l'heure. Ouais, oui, alors, c'est pas vrai, c'est même pas surtout que venant de moi ça n'a aucun sens. Mais en fait, ce qui veut en venir, c'est dans le monde sens pecno, c'est dans le sens redneck. En fait, c'est le sens Amérique profonde. Ouais. Et c'est ça que en fait veut venir, c'est en fait on est au Québec, c'est des c'est ça, on est au Québec, mais on est au Québec. Mais ça change pas, c'est-à-dire c'est des communautés, elles sont tellement petites que finalement en fait il y a une normalité qui se crée, et dès que tu sors de la normalité, t'es un ovni et t'es exclu en fait de la communauté, et c'est ça en fait que le film aborde bien finalement Thomas Laferme. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vu qu'en fait le but de la pièce c'est comme juste la fin du monde, Lagarce il l'a écrit pour un but. Thomas Laferme, il y a un vrai but dans cette critique de société contemporaine, et en fait tu le vois du début à la fois. T'as Tom qui vient de la ville, qui bosse dans une agence de pub, qui va à la ferme plus ou moins. On sait pas trop s'il a vécu pendant son enfance, c'est pas réellement dit. Il est un peu perdu, on lui fait faire des trucs un peu what the fuck, ça le rend totalement dingue. Et le mec, le frère, lui, ne connaît pas la ville, et il y avait un court moment, je me rappelle, et je pensais que Dolan allait le développer, ça m'a encore frustrée. Le frère, il a énoncé un souhait de la ville
Et en fait, ça va pas plus loin. Ça Mm. va pas plus loin. Et en vrai, on peut avoir plusieurs interprétations. On peut penser que ce souhait-là, c'est peut-être ce truc de... peut-être quand j'aurais eu plus d'expérience, ou j'aurais peut-être pu me découvrir un peu mieux, ou être un petit peu moins brimée Ouais. si je partais de la campagne, quoi. En fait, t'as vraiment l'opposition ville-campagne dans un système de communication qui est très isolant. C'est très social. Tom à la c'est clair, ferme, hein, c'est une c'est pièce social, sociale, ouais. c'est une pièce politique et sociale. Hein. Et au-delà de cette opposition ville-campagne, etc., je trouve qu'il y a aussi un discours dans Tom à la ferme autour de l'attrait pour quelque chose qu'on sait qui est toxique. Oui. Enfin, je veux dire... C'est cette sorte d'emprise. En fait, ouais, c'est l'emprise. Et Tom, il sait que le frère de son défunt conjoint, son défunt amant, il est toxique et violent. Et en plus... homophobe parce que refoulé, etc., etc. Mais il y aura quand même cette attirance qui l'un et l'autre ne peuvent empêcher, ne peuvent étouffer en fait. Et lui quelque part il va être aussi un peu attiré par ce côté en fait très masculiniste, viril de l'autre. Et du coup, c'est aussi un discours, je trouve, autour de l'emprise et de comment ça joue, et que c'est pas seulement mais pourquoi cette personne est encore avec son conjoint violent ou toxique. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Quand on est sous emprise, il y a quelque chose auquel on ne peut échapper. Et je trouve que Tom à la ferme, c'est aussi sur ce sujet-là. En fait. Tu le vois surtout dans la scène finale où Tom s'enfuit il marche auprès de la départementale et je tombe avec cette chaise, c'est pas normal, ça me perturbe. Pardon. Où il marche sur la départementale et en fait, t'as le mec, le frère qui déboule en voiture et Tom il a quand même réussi à se barrer en bagnole avec sa voiture. Ouais. Et les belles promesses aussi, je te promets, je vais être sage. Personne n'y croit. Ouais. Mais oui, mais aussi, puis on prend presque les gestes de violence, les actes de... C'est des gestes de violence. Voilà, on prend les gestes et les actes de violence comme on les vit comme des signes d'amour, des signes d'affection. Oui, c'est des témoignages Tu en vois fait, ouais. C'est comme ça qu'il le vit, c'est comme ça qu'il le vit quelque part. Hein, les signes, les signes et symboles de violence Ce qui est fou, du frère envers Tom, il va presque les interpréter comme quelque chose d'affectueux, ou en tout cas du moins qui lui porte de l'intention, qui lui porte de l'intérêt, pardon. C'est un peu à double tranchant dans le sens où quand ils sont la scène dans la salle d'attente, ouais, où le frère a une vraie affection mais amicale presque, relationnelle avec Tom en lui mettant quand même la main sur la genou et ça monte un petit peu quand même. C'est vraiment à double tranchant, t'as vraiment une alternance entre moments violents, moments malsains, moment joyeux, moment d'affection, moment méchant, moment malsain, moment d'affection. C'est pendant l'enterrement, ça ? Non, c'est quand il est chez le médecin, je crois, et que c'est le frère qui l'a emmené chez le médecin. Ah, ok, ouais. Alors que c'est lui qui a donné le premier coup. Ouais, okay. Oui. Et c'est une bonne ce film, ça reste une bonne définition le premier coup n'est jamais le dernier. Surtout que le frère, justement, il est aussi violent qu'il est avec les hommes et peut-être encore plus avec les femmes. C'est-à-dire... Sa mère, elle l'a souligné. Ouais. Et c'est-à-dire, pauvre maman. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a la pote de Tom qui arrive à la ferme. Alors par contre, j'ai vraiment eu peur que la scène aille trop loin. J'ai vraiment eu peur. Ouais, justement, pareil parce que il est d'une violence inouïe. Genre, il est que ce soit avec Tom et là dès qu'elle arrive, il a plus aucune limite. Il est tellement dérangé dans son petit monde, dans sa petite tête, qu'il devient complètement... Déjà qu'il est barré, alors là, il devient encore plus fou. Mais attends, ce qu'il lui dit à sa pote, c'est atroce, parce qu'il lui dit clairement qu'il va la violer, en fait. Ah oui, clairement. Il lui dit clairement, je vais le violer, en fait. Il fait que des menaces. Atroce. Oui, c'est absolument terrifiant. Et c'est ça, moi, que j'aurais peut-être voulu que ça développe un petit peu plus, et que c'est vrai que dans la pièce... C'est pas réellement dit non plus, mais essayer de créer un imaginaire et expliquer pourquoi le frère est comme ça.
Ouais, mais encore une fois, C'est pas en fait, on vraiment en dit, revient à tout à l'heure, mais en fait, il y a toujours une backstory dont tu connais pas les tenants et aboutissants chez Dolan. Tu sais qu'il s'est passé un truc, mais tu sais pas vraiment quoi, c'est pas tangible. Mais par contre, pour en revenir en fait à Thomas Laferme, on l'a un peu effleuré, mais en fait, moi, ce que j'aime, ce que je trouve est très bien manié, en fait, alors que c'est son premier film à être comme ça, c'est la tension, le suspense, le thriller, en fait, le côté thriller, parce qu'il en a, qu'un seul, ouais. C'est le seul film un peu de genre dans la filmographie de Dolan. Mais pourtant, c'est même pas typé horreur, tu vois, ça reste des gens. Non, c'est vraiment un thriller. C'est du parce que ça peut pas être c'est pas de l'horreur parce que en fait, pour moi, ça reste toujours très en tension. Et c'est ce dont justement je trouve que ça va très bien chez Dolan en fait, parce que comme je l'ai dit, tout est très sous-jacent, non dit et assez peu tangible, les backstories, etc. chez Dolan. Et du coup, en fait, le thriller, c'est justement, ça tombe sous le sens en fait, qu'il se l'approprie, parce que le thriller, ça n'éclate jamais vraiment. C'est que de la tension, quelque chose que tu peux à peine effleurer, à peine toucher. Et du coup, je trouve qu'en fait, ça fait assez sens qu'il s'essaye à un moment donné au thriller. Et pour le coup, là, je trouve que par contre, il s'en sort plutôt bien quand même. Ouais, ça marche. Même si je trouve pas que ce soit son meilleur film. C'est pas dans mon top 3 Dolan, tu vois, mais je trouve qu'il s'en sort vraiment bien, quoi, dans le genre. Mais genre jusque-là, j'avais maté des Dolan qui m'avaient pas trop plu, ou je trouvais pas trop l'intérêt ou même de retenir le film. Là, je tombe sur Tom à la ferme, qui a une tension sous-jacente où on arrive du coup dans la campagne. Moi, ce que j'avais vu un peu de la campagne est typé tension, horreur, et que j'aimais bien, tu vois, ça fait rappeler des trucs. Voilà, ça m'a fait rappeler dans Les Herbes Hautes, c'est un film d'horreur qui se passe en campagne. Ouais. Et ça m'a fait de ouf penser à ça. Moi, c'était Shaitan, plutôt, toujours avec Vincent, Cassel, avec Cassel. Genre, moi, ça m'a vachement rappelé Shaitan dans ce truc très, très lointain, très coupé du monde. Mais pour le coup, dans Shaitan, tu vois, leur but, c'est quand ils découvrent la merde, c'est de fuir, tu vois, à maximal. Parce que bon, déjà, au premier coup d'œil, tu vois que bon, le perso de Cassel et toute la famille, ça va très très vite vriller. Mais pour le coup, là, tu vois, il y a ce que j'ai bien aimé dans Thomas Laferme, c'est à tout moment, il pourrait s'en aller, tu vois. Bah, pas vrai, justement, non. Pas vraiment. Non, justement. Oui, vraiment. Il peut pas s'en aller. Dans l'intention, il crame sa voiture, il tape sur sa voiture, il peut pas y aller, mais il pourrait foncièrement trouver un moyen d'y aller, sauf que mentalement, il y a quand même cette sorte d'emprise. T'as vu à quelle vitesse il se fait rattraper dès qu'il se barre? Il est vraiment emprisonné. Même en vrai, le nombre de fois aussi, oui, je rejoins aussi Kylian, le nombre de fois où il aurait pu partir parce qu'il était vraiment tout seul, quoi. Il était vraiment tout seul, oui, il l'a pas fait pour la mère. Oui, c'est ça ce que j'allais dire aussi, la mère. Effectivement, ouais. Et c'est ça qui est magnifique dans l'histoire. Il accepte de se faire violence et qu'on lui fasse violence pour une certaine justice, quoi. Et c'est ça qui est magnifique. Déjà de base dans la pièce. Et j'ai trouvé qu'en image, il l'a retranscrit d'une manière très poétique et très florale. Et ça, c'est vraiment mon Dolan préféré, Thomas Laferme. Ok. Ouais, c'était tout pour moi. C'était vraiment cet aspect, Maza l'avait déjà dit du coup, mais cet aspect emprise où du coup tu pourrais dire, ok, bon, c'est un thriller, le danger c'est quoi? C'est un mec avec une veste en jean. Typique. Avec une pelle. Typique avec la campagne. Enfin, je sais pas, c'est juste un mec avec une veste en jean. Et il y a une putain d'emprise avec un mec avec une veste en jean. Ça me rappelle Psychose, en fait, un peu finalement. Un peu, ouais. Ouais. Parce que, pareil, c'est un mec, il est pas si impressionnant que ça, tu vois, dans Psychose. Pourtant, il est absolument terrifiant aussi, tu vois. C'est un humain normal, quoi. C'est genre, c'est pas du tout comme Shaitan où c'est des mecs vraiment flippants, ou même dans une ref plus lointaine avec Massacre à la tronçonneuse, tu vois, où ça se passe aussi dans la campagne profonde, où c'est vraiment un mec vraiment menaçant. Il y a ceux qui sont vraiment fous, par contre, dans Massacre à la tronçonneuse, toute la famille sont... Voilà, le danger n'est pas foncièrement reconnaissable. Au direct, final, quoi. quand il pense bien,
la personne qui l'encourage à partir, c'est le barman en fait. Bah ouais. Qui lui dit mais en fait t'es con, casse-toi en fait. T'es con, t'es Parce con que de rester là. lui, il est au courant avec l'histoire du gamin qui l'a défiguré. Ouais. Ouais. Et ça, pareil, je pense que je sais pas, non, c'est pas vraiment un plot twist, mais en tout cas, c'est une des révélations qui m'a en tout cas le plus choqué dans le film, c'est quand tu vois la tête du gamin, t'es en mode, il est si violent que ça. Genre déjà que t'as beaucoup d'éléments, et quand tu vois de quoi il est capable vraiment, ça fait, en tout cas moi ça a vraiment bien marché, je trouve que c'est un truc, la fin elle marche vraiment super bien, Thomas Laferme. Elle est badante, hein. C'est un truc badante, hein. Alors que dans Mommy, ça se passe plutôt bien dans la fin. Non, ça se passe pas bien. Bah, pour moi non. Attends, la fin, alors la fin c'est super triste. La fin c'est pas genre un gros câlin. Non, pas du tout. C'est littéralement, il se jette, il s'échappe. J'ai pas vu cette fin. Ah non, il s'échappe de l'hôpital psychiatrique en se jetant par la fenêtre. Enfin, on s'est suggéré qu'il se jette par la fenêtre par la vitrine de l'hôpital psychiatrique en fait. Alors du coup, il y a eu plusieurs. En fait, il y a eu plusieurs. On passe à Mommy là du coup, carrément. On peut faire. On passe à Mommy si on a terminé sur. C'est pas grave. On peut passer sur Mommy. Mais ça veut dire qu'en fait, je ne l'ai jamais vu en entier du coup, Mommy. Parce que moi, j'ai cette scène où il court dans les bras de sa mère, où je me trompe peut-être de film. Moi, je pense que tu te trompes de film parce que ça ne se termine pas. En fait, ça se termine pas comme ça. En fait, du coup. Mais est-ce qu'à un moment il y a ça dans le film ? Il y a peut-être un moment où ils se font un câlin, mais parce que... ça doit être au début du film parce que là, ça commence à faire un moment qu'il est dans l'hôpital psychiatrique quand même. Ok, ouais. Parce qu'en fait, du coup. Mais dans la séquence où la mère, elle s'imagine beaucoup de choses, est-ce qu'il n'y a pas un câlin justement au moment du mariage peut-être. ou pas ? Peut-être. Mais oui, si, c'est ça. Ah oui, c'est ça, ouais. Ça doit oui. être la séquence expérience alors. La séquence expérience, ouais. Parce que moi, du coup, pour moi, c'est la plus belle séquence du cinéma. Ah, mais du coup, moi, ça veut dire je n'ai jamais vu la bonne fin du film, du coup. Je pense que t'as jamais vu la fin, ouais. Mais en plus, surtout que t'es assez loin de la fin là. Ah merde, bah ouais, du coup, c'est con parce que vraiment la fin. Je suis deg. Après la fin, il y avait eu gros débat on a sorti, c'est est-ce que il s'échappe et du coup c'est l'espoir, il va retrouver, ou alors il se suicide. Pour moi il se suicide et je crois que Xavier Dolan avait plus ou moins confirmé que c'était il se suicide. Et de plus j'ai vu les scènes coupées du film et il y a une scène coupée où en fait c'est Kayla et la mère qui sont dans un bar ensemble. Et en fait, je crois que c'est sur le chemin du retour après l'avoir emmené en hôpital psychiatrique. Et du coup, c'est pas le moment où il meurt, parce qu'à ce moment-là, il est pas encore mort, mais il y a un truc un peu sous-jacent qui annonce un peu. Je sais plus le dialogue, mais je m'étais dit, c'est marrant, ça annonce un peu en fait la fin carrément. Et Kylian, on a conclu qu'il y a bien un câlin dans le film. Un câlin. Un câlin, ouais. Mais du coup, ça veut dire que je n'ai jamais réellement vu la fin du film. Dans la séquence expérience du coup de Mommy, je crois qu'il y a un câlin dans le moment du mariage, mais je suis pas sûr. Ouais, mais du coup... Si, un câlin. Moi, je me suis arrêtée au câlin. Bah, du coup, non, elle a pas vu la fin. C'est con parce que c'est vraiment... parce qu'en fait, c'est vraiment horrible comme film. Mais je trouve que c'est... Pour moi, c'est le meilleur Dolan. N'en déplaise à Kylian. Alors sincèrement, mais après je sais que c'est assez basique de dire ça parce qu'en général c'est le Dolan préféré de tout le monde, mais pour moi c'est trop en fait j'ai vraiment voulu rentrer dans le film, je crois que c'était vraiment pour moi c'est le meilleur avec Laurence Anyways. Pour moi c'est les deux meilleurs. On en parlera après de Laurence Anyways. C'est peut-être le film où il utilise le mieux le truc du changement de ratio. Parce que dans Thomas Laferme, il est pas super bien justifié. Enfin, j'avoue, dans Thomas Laferme, on n'en a pas parlé, mais ce double changement de ratio qu'à un moment donné pour faire ressentir la terreur l'enfermement, l'oppression. C'est pas mal, mais justement, justement, c'est détestable. Il est trop chiant. C'est détestable. Mais je trouve ça marche mieux dans Mommy parce que ça marche mieux à l'inverse en fait. Quand tu élargis ton cadre, justement pour dire. Il y a un moment de liberté, en fait, c'est vraiment le concept de respirer. C'est-à-dire, pour la première fois... Qui dure une seule scène, en plus. Ça dure que le moment de Wonderwall. Hein. Et c'est ça qui est fou, c'est que tu as un moment où le réalisateur te laisse respirer. Et en tout cas, ça me fait penser... Il y a un autre film qui est pareil, mais c'est pas un Dolan, où le réel ne te laisse aucun moment de respirer, à part un. Oppenheimer. Non, c'est pas un Dolan non plus...
D'ailleurs, mon père confie souvent Xavier Dolan et Christopher Nolan Oui, quand bon, ils bah, parlent. c'est Et, le euh, mien Il y aussi. en a Qui ont peut-être rien et, compris depuis le début. Ouais. Mais je sais plus. En tout cas, Pourquoi il parle je pas trouve de que c'est un film. Inception Pourquoi il C'est parle un- pas d'Interstellar? C'est un des films où il exploite le mieux, où il évite aussi ces zooms un peu bizarres. Parce que dans Mathias et Maxime, Ça fait Ouais. des zooms il y a- de il y a- con à il y a- la The il y a- Office, il y a on est des- il y a d'accord. des Non, zooms ouais, tous les mais, deux non, et secondes. Mathias et Maxime est énormément inspiré des sitcoms, je pense, hein, parce que la caméra, Ouais, c'est vrai que la caméra, elle est un très peu sitcom. vomi Ouais. là, qui tout le temps, ça fait La vou- Non, mais la caméra Lars von Trier, en Ouais, fait, voilà. c'est le vidéoscope. Non, Dogme 95. vidéoscope. Mais du coup, ouais, pour venir à Mommy, vraiment, j'aurais vraiment voulu l'apprécier. Mais. Menteur. Menteur, Je te jure que si. menteur, il aime rien, il veut pas aimer Xavier Dolan depuis le début. C'était au tout début, donc je m'attendais à rien de Xavier Dolan encore. Donc je voulais apprécier. Bah, tu comme t'attendais tout juste réalisateur. à ce que, bah, du coup, Bah non, moi, je te l'avais grave vendu quand Ken, même. il a tu lancé me le film à faire. Oh, j'ai pas aimé. Tu me l'as vendu. Donc moi je m'attendais à quelque chose. Puis au-delà de toi, c'était toute l'ambiance générale autour du film où je m'attendais avec un drame, avec un grand D. Et puis j'arrive, et puis arrive la scène expérience, et je sais pas, non, ça prend pas, et ça prend pas pendant tout le film. Et vraiment, je pense, j'ai identifié un peu, je pense, pourquoi c'est vraiment tout l'aspect, comme tu l'avais dit dans la présentation, tout l'aspect clipesque Ouais. du. Mickey Mouse. Mickey Mouse. C'est vrai, c'est le bon terme. Hein. Ouais, Allez vraiment. La meuf en théâtre, elle Ouais. a pas oublié ses courants et là. Hein. C'est très bien, Lou, on est content. Donc, ouais, tout l'aspect clipesque où en fait, genre, ça a pas dû coller avec les émotions, et surtout, j'ai revu la séquence du coup Wonderwall que vous avez dit tout à l'heure, et du coup, bah, je l'ai rematé un peu en hors contexte, certes, mais ça m'a beaucoup fait penser à dans Play, où il se fout de la gueule de la musique. Et Ouais. genre, bah, du coup, je suis arrivé devant la séquence là où la séquence est vraiment premier degré à balle, et j'ai éclaté de rire, quoi. Genre vraiment, c'est vraiment un truc de con. Surtout où il est au milieu de la route avec son caddie en criant liberté, liberté, parce qu'on est dans Brevard. Et liberté, ok, t'es au milieu de la route, t'as un caddie. J'ai vraiment analysé la séquence en tant que telle parce que j'avais plus trop le film en entier derrière. Mais liberté, pourquoi? Genre, pourquoi? Et pourquoi pas Pourquoi pas cette séquence? Ok, liberté, ça revendique quoi Justement- exactement? Bah, ça veut dire quel quoi, genre- liberté Quel genre Alors, de liberté? On est sur c'est- quoi? c'est que là- Genre faire chier tout le monde en voiture avec ton caddie au milieu de la route? Liberté? Je suis pas d'accord par rapport à Play, parce que la séquence que tu fais référence dans Play, moi je l'ai pris au full premier degré. Et moi aussi d'ailleurs. Ouais, moi aussi, la- j'avais la- pas compris qu'il se la- foutait de la gueule de la chanson en soi, c'était juste Ouais, une chanson non plus, hein. générationnelle. Et pareil, Oui, oui. mais il dit dans Play que du coup avec tout le monde qui la reprend, après oui, il se moque pas de la musique en tant que telle en général, mais avec tout le monde, oui. Et dans le contexte, et c'est je tout le monde rapproche qui aussi de repris. la scène du club, justement, que j'ai beaucoup apprécié dans Play, qui me rappelle beaucoup du coup la séquence expérience, où c'est pareil, c'est des gosses qui peuvent vivre pleinement. C'est ça aussi qu'il faut Oui, voir. ouais. C'est pour la première fois, ils ont, du coup, qui crient liberté, bah c'est parce que pour la première fois, putain, ils se sentent libres, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, sachant qu'avant, il était du coup dans un établissement spécialisé, Ok. que jusqu'ici, avec sa mère, ça marchait pas parce que elle n'avait pas les bons outils et les moyens de pleinement le gérer, parce qu'il a des besoins particuliers, et que là, ils avaient enfin trouvé une bonne formule, c'est-à-dire le soutien de la voisine, une sorte de vie familiale avec cette voisine-là en plus, hein, quelque part, c'est limite ses deux parents, et la mère qui fait comme elle peut aussi pour joindre les deux bouts, mais pour l'instant ça se passe bien, et que du coup la liberté elle est un peu dans tout cela, quoi, et que du coup le truc du caddie c'est juste un Oui, support, un c'est un prétexte prétexte. pour le dire, mais qu'en fait moi je vois ça ça va beaucoup plus loin que ça, et qu'en fait c'est le moment où tout commence à aller mieux pour eux, parce que avec la voisine ça marche plutôt bien, les cours qu'elle lui donne, il commence à du coup à s'y faire, à écouter,
Ils ont trouvé une formule qui marche, quoi. Et la mère, elle a réussi à trouver des petits jobs à droite, à gauche, laver les piscines des riches. Et puis, bah, ils font des dimanches en famille cool où ils se font des balades et ils font la cuisine à la maison. Et ça se termine par la lettre, en fait, tout ça, Et finalement. ça se termine par la lettre. Donc, en fait, l'ouverture du cadre dure 3 minutes dans le film. Et c'est alors que souvent on parle de Mommy comme ouais, c'est un film carré et en scope, comme si c'était la moitié du film qui était une moitié du film qui était en carré et l'autre moitié qui était tendue, tu vois. Oui. Alors qu'en Ouais. fait c'est pas du tout le cas. C'est vrai souvent on oublie qu'en fait dans Mommy l'extension du cadre elle dure littéralement 2 minutes, tu vois. Elle Ouais. dure juste le temps de Wonderwall, Mais d'une partie de Wonderwall. justement, c'est bien qu'il ait tourné de façon en cinémascope parce que du coup, c'est ce que je parlais, c'est qu'il sait composer avec la profondeur de champ. Et quand il l'utilise, il sait bien l'utiliser. Et dans Mommy, je trouve ça fait partie. Il fait des plans, genre tous les plans avec les piscines de riches, ils sont vraiment super bien composés. Ouais. Et je pense que ça c'est un gros point, c'est qu'en fait, Dolan, malgré qu'il est jeune, bah ça se voit c'est un milieu qu'il a vécu parce qu'il sait composer des plans. C'est sur le point de vue technique, c'est vraiment un bon réalisateur. Et je pense, mis à part qu'il utilise peut-être un peu trop le gros plan, mais ça c'est un autre souci. Surtout dans Juste la fin du monde. Aussi, Ouais. entièrement, genre. J'ai Ouais, plus juste ça, après, justement, juste la fin du monde, c'est vraiment le principe. Faut que ce soit poisseux, c'est l'été, ça transpire, le côté oppression de la famille. Et en plus, c'est un huis clos, donc il y a tout qui est réuni pour que tu aies l'impression d'étouffer, quoi. Mais pour en revenir à Mommy, je sais pas, vous en pensez quoi, vous, de l'utilisation du format 1:1 Moi, je trouve que c'est ce qui appuie la poésie. Est-ce que vous trouvez que c'est juste une fantaisie pour dire je fais du carré pour faire du carré, Non, vous trouvez que ça sert vraiment? Non, moi je trouve que ça appuie la fantaisie du protagoniste. Et que ça, c'est un moyen de se concentrer aussi sur les intentions de jeu où on montre une détresse. On montre une détresse constante. Et ça m'est déjà arrivé en regardant le film de me dire, mais c'est bizarre, ce genre de scène, tu en vois partout, 36 000 milliards de fois la même chose. Mais par contre, là, ça m'a vraiment affectée. Ouais. Et je pense que le cadre en lui-même m'a fait cette sensation de presque me pointer, me dire, ça peut être moi dans ce cadre et me dire, mais en fait, Moi, je suis complètement d'accord. pourquoi pas moi, quoi. C'est un peu comme ce que tu peux ressentir au théâtre quand tu as un monologue d'un pélo qui est en détresse, quoi, et tu te rends compte que tu vis la même chose, quoi. Surtout, je trouve, pareil, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est parce que là, du coup, j'ai vraiment découvert Xavier Dolan pour le podcast, parce que avant du coup, qu'on prépare ce projet-là, j'avais vu que Mommy. C'est le seul Dolan que j'avais vu, et parce qu'au départ, il y en a pas beaucoup. Ouais, il y en a pas beaucoup, parce qu'au départ, c'est un réalisateur en fait, Mommy m'avait plu, mais j'ai pas pensé à explorer plus que ça le réel, ou ça m'intéressait pas plus que ça. Mais en fait, je me suis retrouvé, par exemple, John F. Donovan, il m'a touché parce que je me suis retrouvé dans John F. Donovan finalement. C'est parce que quand il y a la séquence de la cuisine qui est vraiment belle, elle arrive à la fin du film. C'est en fait, il va se retrouver dans la cuisine à parler avec c'est l'acteur de Dumbledore dans Harry Potter. Ouais. J'ai plus le nom de l'acteur, mais du coup, il va discuter avec ce mec-là et il va lui dire, ouais, mais en fait, l'image que tu as de moi, moi je l'ai pas. Et du coup, il va lui dire, j'ai l'impression que j'ai volé la place de quelqu'un d'autre. Et là, le grand-père qu'il rencontre, là, il va lui dire, oui, mais comment tu peux voler une place qui a été faite pour toi? Et je trouve que c'est un des moments les plus touchants et qui a fait que ce film-là, il a vraiment résonné. Et pourquoi déjà, en tout cas, John F. Donovan, pour moi, c'était peut-être la révélation en tout cas, du fait que je crois que j'aime bien Xavier Dolan, en tout cas. Parce que je trouve il a ce contact. Déjà, il a ce contact humain. Il a une bonne écriture aussi. Il sait écrire, ouais. Et je pense que c'est un des mecs, et il y en a peu, en tout cas des mecs comme lui au cinéma, qui arrivent aussi bien à transmettre des émotions, en tout cas à transmettre la réalité, des trucs qu'on peut vivre dans la réalité, à le mettre à l'écran pour que ce soit compréhensible par tous, je pense. Ouais. C'est très intéressant, j'avais lu un article justement pour le podcast de Dolan, où il y en a beaucoup au Canada qui le considèrent comme le cinéaste social contemporain.
Et c'était vraiment Dolan, Je- le je- cinéaste je social peux- je contemporain. peux le comprendre. Oui, il est très Bah. inspiré par Ken Loach aussi. Et... Ouais, oui. ouais. Pareil, oui, le truc de pas laisser, comme dans Thomas Laferne, ne pas laisser respirer le spectateur, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Ken Loach, notamment Bah, dans, après, ouais. notamment dans The Wind That Shook the Barley, avec Peaky Blinders, l'acteur principal. Cillian Murphy. Et du coup, dans The Wind That Shook the Barley, pareil, Ken Loach ne te laisse respirer à aucun moment, sauf à un petit instant. Et c'est pareil, c'est des trucs là où c'est tellement réaliste, c'est tellement prenant que finalement, bah, oui, comme dans Tom à la fin, ça va profondément te toucher parce que une situation qui est oppressante dans la réalité, il n'y a pas de stop. Et là, c'est pareil, c'est deux cinéastes qui l'exploitent bien justement. Ouais, mais en plus, quand j'avais vu moi Daniel Blake, ça m'avait fait un peu penser à des films de Dolan, notamment Mommy et J'ai tué ma mère et tout. Alors que paradoxalement, en fait, Daniel Blake, il est sorti en 2016, quoi. Donc les grands films de Dolan étaient déjà sortis. Et du coup, je pense que l'inspiration, peut-être même inconsciente de Ken Loach, elle doit être plus large que ça. Et peut-être mutuelle aussi. Peut-être mutuelle aussi, ouais, pourquoi pas. Mais oui, je trouve qu'il y a quelque chose de social, en fait, quand même, chez Dolan, malgré le fait que ce soit très romantisé, romancisé et esthétisé, poéticisé, tout ce que vous voulez en isé, là. Mais tu vois, je trouve qu'il y a quand même... bien sûr, c'est pas du naturalisme, tu vois. Oui. Mais il y a quand même quelque chose de social et d'assez réaliste dans ces films. Ouais, c'est ça qui rend très agréable, je pense, au cinéma. Et moi, je voulais peut-être parler aussi de son meilleur film, qui est Laurence Anyways. Je pense que c'est un des derniers films à aborder, là. Bah ouais, on les a tous... à part Mathias et Maxime, dont on n'a pas vraiment parlé. Je pense que c'est le dernier film qu'on va aborder, histoire qu'on ait le temps de faire le jeu et qu'on puisse conclure. Quel film Laurence Anyways. Ouais. Et Laurence Anyways, du coup, qui est son 3e film et qui est peut-être le film le plus... de façon, je vais pas le dire de façon négative parce que j'adore Laurence Anyways, c'est un de mes films préférés, qui est le plus too much de toute sa filmographie, mais en fait c'est là où il instaure vraiment son style très esthétisant pour la première fois. Mais en même temps, genre, tu vois, là, tu parles de too much, mais c'est fait exprès et ça sert le film, quoi. C'est en même temps celui qui est le plus tiré vers le réel et en même temps le plus symbolique. Ouais. Dans certaines scènes, les vêtements qui tombent du ciel, quand Fred, le perso, du coup, sa meuf, où elle est assise sur le canapé et qu'elle lit la lettre. Il y a toute l'eau, ouais. C'est des scènes vraiment très, très symboliques et très féeriques presque. Très peinturales, théâtrales, tout ce que tu veux, tu vois. Genre, c'est vraiment le symbolisme pur de ce que ressentent les persos. Mais en même temps, dans le film en général, qui sont plus longs, 2h45. Ouais, presque 3h, ouais. Un truc comme ça. Pour moi, c'est vraiment celui qui m'a le plus touché parce qu'il était le plus ancré dans une sorte de réalité et les personnages qui, pour une fois, ont vraiment des sortes de débats ou des débats d'idées, des vrais persos intelligents avec de vrais dialogues, par rapport à surtout par rapport au début de sa filmographie que vraiment ces deux premiers je déteste. Ou c'est plus une impasse, en fait, il n'y a pas d'échange, tu veux dire. C'est du non-dit. Et là, ça vient du débat d'idées. Ça vient de l'explication, de la sensibilisation presque. Et justement, moi, j'ai trouvé un article sur Laurence Anyways. Et j'aurais bien voulu avoir votre avis, parce que je suis un peu mitigée. C'est le refus de Xavier Dolan de recevoir la Queer Palm à Cannes s'explique fort aisément. Son film ne saurait être réduit à cette problématique car le sujet de la transidentité n'est qu'un prétexte symbolique à une tragique histoire d'amour bouleversée dès que l'un des deux partenaires devient pleinement lui-même, brisant l'équilibre instauré jusqu'alors. Moi, au-delà de sa démarche de refuser la Queer Palm ou pas, c'était pour Laurence Anyways qu'il avait eu. En fait, il avait eu la Queer Palm et il l'avait refusée en disant qu'il voulait pas que son film et son cinéma de façon générale soient
réduit à ça, et plus généralement que sa filmographie soit réduit à un mec homosexuel qui fait des films sur les homosexuels, en gros c'était ça. Et qu'il trouvait ça honteux que des tels prix existent encore aujourd'hui à réduire des filmographies ainsi. Après, je me demande si il y a quelques années, il n'est pas revenu un peu là-dessus. Il a été très critiqué pour ouais, il a été énormément critiqué pour avoir dit ça. L'émission que je vous avais montrée en screen où je crois que c'est Nous sommes pas couchés. Ouais, avec Laurent Ruquier. Avec Laurent Ruquier, où il explique vraiment pourquoi il a dit ça. Et c'est du coup vraiment l'explication qu'il a donnée. Il a regretté un peu ses mots. Je pense surtout, sur le coup de en fait, je pense qu'il y avait aussi un peu d'impulsivité. Mais je pense que oui, il regrette pas le fond. Et moi, je trouve que c'est tout à son honneur aussi, quoi. Après, je vais jamais critiquer les gens qui acceptent ces prix-là et qui encouragent que des prix comme celui-ci. Que ça sectarise. Voilà, mais je peux aussi comprendre les artistes qui font le choix de dire non, moi je veux pas la recevoir parce que je veux que ma filmographie soit considérée au même titre que les autres, quoi. Pourquoi forcément faire un prix du meilleur film LGBT, etc., alors qu'on pourrait tout simplement que mon film pourrait avoir tout simplement le prix du meilleur film ou du meilleur film d'amour. C'est très vrai aussi, quoi. Moi, si je dois dire, mon film préféré LGBT, c'est Le Bal des 41. Ça finit en grosse partouze en plus dans le film. C'est excellent. Nickel, elle nous l'a très bien vendu. Et la Laurence Anyways. Et Et d'ailleurs, toi, t'as dit quelque chose que je trouve aussi très vrai, c'est que il y a des films qui sont... Je sais pas ce que j'ai fait tomber, mais il y a des films qui sont des films entre guillemets sur la transidentité parce que c'est le sujet le plus omniprésent dans la notion la plus omniprésente dans la narration. Dans le cas de Laurence Anyways, d'ailleurs, je trouve pas que ce soit vrai parce que c'est un film qui aborde la transidentité, mais en fait, c'est avant tout un film d'amour. Alors c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la critique. Voilà, mais je trouve que c'est vrai. Alors, en fait, c'est pour ça que je l'ai proposé parce que moi je suis un peu mitigée. Bienvenue dans Libération. Ce que tu as lu, je trouve que c'est assez vrai. C'est pas un film sur la transidentité, c'est un film qui aborde le sujet de la transidentité, mais c'est un film d'amour. Est-ce que tu es d'accord avec le terme prétexte ? Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Utiliser le transidentité comme un prétexte. Est-ce que tu es d'accord avec le terme prétexte ? Toute sa filmographie se base sur prétexte familial. Et en fait, il trouve des sujets à chaque fois pour différencier cette personne-là de la famille. La fin du monde. C'est juste la fin du monde. C'est sa maladie par rapport à sa famille. Dans Mommy, le gosse est différent parce qu'il a TDAH. Il y a toujours un peu quelque chose d'une différence. Là, le sujet, c'est ça. C'est certains sujets. Peut-être pas aller jusqu'au-delà du prétexte non plus. Parce qu'il y a un côté négatif quand on utilise prétexte, et moi je trouve pas que ce soit négatif. Ça peut être effectivement un support en fait. J'ai l'impression qu'il aurait pu choisir n'importe quoi dans le mot prétexte. Non, je trouve pas, mais support, c'est plus juste. Plus un support ou ouais. Et surtout que c'est quoi le film 2004 c'est 2012 Laurence Anyways. 2012. Ah, je pensais que c'était plus tard. Non, c'est 2012, après 2013 Thomas la ferme, 2014 Mommy. Ouais. Ok, j'essaie de chercher un contexte, mais le contexte c'est quoi ? C'est 2013 et le mariage homo, mais... Mariage pour tous en France en plus, mais alors qu'au Québec c'est depuis 2003 je crois, donc c'est même pas... Ah oui, c'est donc, très tôt. Au Québec, en Canada c'est beaucoup plus tôt que nous. Après il a toujours voulu toucher le public français. Hein. Oui aussi, puis je pense que c'est même si chez eux le mariage pour tous, c'est peut-être que la transidentité, la transition... de genre est facilité dans le niveau médical chez eux par rapport à nous. Je pense que c'est quand même un sujet d'actualité et de société quand même au même titre que ça l'est chez nous, tu vois. Donc je pense que oui... Pas à la même échelle. Peut-être pas à la même échelle. J'en sais rien, mais en tout cas, même si c'est plus accepté par les institutions, je pense que ça reste quand même un sujet d'actualité et à débat là-bas. Dans la thématique en tant que telle, est-ce que c'est fondateur, Laurence Anyways, ou il y a eu déjà des films sur la transidentité avant de manière aussi explicite ? Avant, il y en a déjà eu avant. Il y en a déjà eu, mais bien sûr qu'il y en a déjà eu avant, mais qui ont eu un impact comme Laurence Anyways, je suis pas si sûre. En fait non, ça dépend. Il y en a déjà eu avant, mais peut-être qu'ils étaient peut-être un peu moins subtils parce qu'on avait The aussi. Danish Girl quand même. The Danish Girl c'est après. C'est après, oui, mais après, justement au niveau de l'impact, je pense qu'il a plus une résonance dans la société The Danish Girl que Laurence Anyways parce que peut-être Laurence Anyways est peut-être trop stylisé pour avoir une résonance. Puis il est un peu plus niche aussi. Danish Girl c'est un film américain ou anglais, enfin je sais plus, avec Eddie Redmayne, etc. C'est un gros casting et tout, ouais.
Voilà, je pense que c'est Après, il y pas. a quand même eu beaucoup de productions indépendantes aussi. Ouais, voilà. Et parlant de puis, la transidentité. et puis il y a eu des Beaucoup, films beaucoup. qui abordaient le sujet de la transidentité avant Laurence Anyways, mais peut-être qu'ils étaient aussi un peu moins subtils dans leur façon d'aborder le sujet, parce que on avait moins de... Que les personnes cisgenres avaient moins d'informations en fait sur la réalité du vécu, du vécu d'une personne transgenre aussi. Donc après, je sais que Laurence Anyways avait été aussi un peu... Enfin, certains avaient critiqué Laurence Anyways, pas sur sa représentation même de la transidentité, mais sur le choix d'avoir choisi Melville Poupeau pour le jouer. Moi, je trouve que c'est un débat. Après, voilà, je suis pas concernée, mais... Souvent, c'est un débat qui est commun parce que c'est le même problème avec Et The c'est- Danish Girl, etc. Voilà, et c'est un débat, et c'est un débat ouais. qui divise même la communauté transgenre. Les Ouais. personnes transgenres ne sont pas toutes d'accord sur Non, ce sujet-là, de effectivement, toute façon. Donc voilà, donc c'est à peu près la seule critique que j'avais lue. Moi, j'avais de la part de personnes qui sont concernées, j'avais lu des critiques et j'avais pas lu de trucs vraiment négatifs sur la représentation du vécu d'une personne transgenre sur Laurence Anyways. Après, comme je l'ai dit, je trouve que le vécu est assez secondaire dans Laurence Anyways. Je trouve que ce qui prime dans la narration, c'est plus l'histoire d'amour. Et c'est ce qui, d'ailleurs, ce sera le fil conducteur un peu, parce que c'est aussi comme ça que se termine le film. C'est en partie sur la scène où elles vont se retrouver. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que c'est pas... Non, c'est un right person long time pour moi. D'ailleurs, justement, j'allais le dire. Pour moi, ça l'est pas. Pour moi, c'en est un. Ça en est clairement. Pour moi, c'en est un, parce que Ça se finit comment? Parce que je l'ai malheureusement pas vu, ça se finit comment? elles terminent pas ensemble, mais C'est quoi le long time dans le délire du coup? bah en fait, peut-être que elle ne peut pas, enfin que Fred du coup, la conjointe cisgenre, ne peut pas en fait composer avec ce vécu-là, et qu'elle a dû, parce qu'en fait c'est ça qui cause aussi un peu leur rupture. Hein. Dans ce cas-là, c'est juste une bonne personne. Il n'y a pas de right person long time vu que... Mais non, en parce fait, qu'elle s'aime quand même, elle s'aime profondément, ça se voit dans la scène, tu vois. Elle s'aime, mais il y a une impossibilité de situation qui, dans n'importe quel timing, c'était pas possible. Je suis pas d'accord, parce que je pense qu'à la fin, c'est possible. À la fin, c'est possible parce qu'elles sont dans un autre timing de leur vie, mais qu'elles ne vont pas le tenter. Parce qu'elles vont pas se remettre ensemble maintenant. Et d'ailleurs, parce que je pense que c'est aussi un mauvais timing pour Fred, parce que il y a aussi, tu sais, la scène où elle apprend qu'elle est enceinte. Tout est un mauvais timing en fait pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Il y a la scène où elle apprend qu'elle est enceinte. Après, d'ailleurs, il y aura une dispute entre les deux par rapport à ça, au fait qu'elle lui ait pas dit, etc. etc. Et donc, en fait, je pense qu'elle aussi, elle est dans une période un peu charnière de sa vie, tu vois, sur le plan personnel et solitaire. Comment dire, la cause, enfin l'engueulade du fait qu'elle soit enceinte et qu'elle lui ait pas dit, c'est qu'elle lui a révélé du coup Laurence lui a révélé qu'elle se sentait femme depuis le début. Et c'est pour ça qu'elle lui a pas dit qu'elle était enceinte. Donc là, il n'y a pas un problème de timing, c'est juste un problème de personne. Donc il y a pas de notion de temps là-dedans. Oui, non, mais en fait, toi, tu restes trop sur la définition littérale de time. Time, ça peut être un contexte aussi, une situation. Time, c'est très large comme mot. C'est pas un timing en fait en soi. C'est un espace-temps, un contexte. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, le timing, c'est pas que le timing, un moment de sa vie, en fait. C'est aussi un contexte, une situation, un contexte, même un état d'esprit. Bah, l'état d'esprit, ça s'accorde dans le temps et pas dans la personne. Tu parles d'état d'esprit. Oui. Mais tu l'accordes dans l'aspect du temps. Mais un état d'esprit, c'est un contexte. Un contexte, l'état d'esprit, ça fait partie d'un contexte. J'ai vraiment du mal. faudrait qu'on fasse une émission de la 7ème prise sur le White Person Long Time. Ouais. Moi, je voulais parler de l'antipathisme du perso principal. De Lance. Ouais. Tu trouves qu'elle est antipathique? Je trouve qu'elle est au-delà. Et qu'est-ce qu'elle est égoïste? Parce que j'avais souvent entendu que le personnage était assez détestable et qu'on préférait souvent Fred parce que Laurence, en fait, malgré tout, elle est quand même très égoïste. Et c'est pour ça que j'adore la dualité aussi un peu du perso. Enfin, j'adore les persos antipathiques. J'adore les deux personnages pour le coup parce que je trouve que
Ouais, je trouve que les deux sont très bien écrits. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre pour moi. C'est un clairement. chef-d'œuvre. Mais C'est son meilleur film. C'est clairement son meilleur film. Est-ce que la durée y est pour quelque chose? Je sais pas. Alors moi, je l'ai trouvé peut-être un peu trop long. Genre C'est 2 quand même heures. dommage mais que c'est le ça seul m'a que pas j'ai pas dérangé, vu, quoi. Deux Vraiment, heures. regardez-le parce que Ouais. pour le coup, c'est 2 vraiment, heures, c'était c'est peut-être vraiment un peu fou. long, un petit peu trop long. Mais- Un de 2h30, un petit peu trop long, ouais. En fait, au bout d'un moment, je trouve, ça c'est un constat global que j'ai remarqué avec Dolan, c'est qu'il a du mal quand même des fois avec le rythme, il a du mal à garder en haleine son spectateur. C'est-à-dire, il y a les 20 minutes qui sont au milieu de John F. Donovan où tu vas te faire chier comme la mort Là, non. avant que tu reprennes. Là, pour moi, Ouais. pour le coup, Lawrence Anyways, j'ai un peu mal démarré. Ouais. Sur les 20 premières minutes, j'étais là en mode bon, ça va être un peu comme d'habitude, je vais un peu trop rien ressentir comme d'hab. Et puis tu te laisses porter Par le récit. finalement, Ouais. et il y aura aucun Mais stop parce que souvent, c'est vraiment c'est un peu Tar Ouais. La Land, hein, c'est des engueulades de couple. pareil, Mathias et Maxime, je trouve qu'il a un problème de rythme aussi comme film. Et c'est dommage parce que la relation, comment elle évolue, c'est vraiment intéressante parce que bon, c'est à la limite un Right Person Wrong Time aussi, Mathias et Maxime, ainsi à la fin, du coup, ça peut pas en être un parce qu'ils finissent ensemble. Mais dans tous les cas, il y a vraiment ce truc-là il y a ces deux personnages-là, ces deux âmes qui se cherchent jusqu'à une résolution à la fin qui fonctionne bien. Et je pense à ce que je vous entends, c'est la même chose avec Lawrence Anyways. Et visiblement, c'est un truc dans lequel excelle aussi Xavier Dolan. Il y a toutes ces séquences avec la famille, avec la daronne. En fait, de toute façon, voilà, la transidentité, c'est la chose la plus récente qui est arrivée en termes dans ce domaine. Donc, il y a beaucoup de mauvaise compréhension. Et le film fait vraiment l'effort d'explication dans certains dialogues, tu vois, qui s'adressent pas directement aux spectateurs. C'est vraiment des vrais dialogues de non-compréhension de la famille. Et ces dialogues c'est vraiment ces dialogues avec le plus de justesse. Genre, Mais je trouve c'est un très bon dialoguiste, hein, Xavier Dolan, de façon générale. Pour le coup, je dirais que d'habitude, je suis pas fan, mais que pour ce film-là, j'ai été vraiment choquée parce que, pour le coup, là, c'était vraiment excellent de bout en bout. Allez, allons-y pour le jeu. On passe au jeu. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose pour noter? Sinon, je sors quelque chose moi. J'ai mon cellulaire portatif. Ok, Vas-y. ça va très bien. Le format de Lawrence Anyways aussi, j'aime beaucoup en 4 tiers, par ailleurs. Voilà. C'est toi qui Je me rappelais même plus que c'était en C'est quatre toi tiers. qui tire. Alors, Esgong. du coup, comme vous le savez, la musique et les clips, ça fait vraiment partie de Xavier Dolan. Et du coup, ce que je vous ai préparé, c'est un petit blind test, mais vraiment un blind test au sens pur du terme, sur des musiques et vous allez devoir retrouver dans quel film apparaît cette musique-là. Ah, trop bien. Alors là, on en a 5 et j'ai 2 questions bonus. Nickel. J'ai peur. Je suis nulle en plus au blind test. Alors, c'est parti pour la première. Ah, c'est dans John F. Donovan. C'est On doit dire le la film ou la chanson C'est le film. Bittersweet Symphony de The Verbs et c'est dans Death and Life de John F. Donovan, c'est la fin. C'est le Tout à générique de fait. fin. Déjà un point pour Mazarine. Putain, mais elle me saoule, elle. À chaque fois. Elle est injouable. Alors, ensuite... C'est Dalida Bang Bang, c'est dans Les Amours Imaginaires, la version italienne. Tout à fait. Quand elle se prépare devant le miroir. J'en ai mis point. putain. J'en ai mis point. J'aime bien cette scène de Les Amours Imaginaires, donc... Bang, bang. Bon, celle-là, je vais la garder encore pour un petit peu après parce qu'il faut que Mazarine se fatigue un petit peu. Sinon... Faut Commenter. la sauver un peu. Ah, c'est pas dans Mathias et Maxime? Non. T'as mal à la ferme? Non. Attends, une proposition chacun, il n'y a que 8 films. C'est en début de filmographie pour Dolan. Ah bon, bah c'est J'ai tué ma mère alors, parce que ça c'est pas dans Les Amours Imaginaires. C'était bel et bien dans J'ai tué ma mère. Donc c'est Tell Me What to Swallow de Crystal Castle. Ok, ouais. Putain, mais je suis con, j'ai dit la chanson de Tom à la ferme, la chanson d'ouverture tout à l'heure. Donc ça fait déjà du Oh la coup naze. 3 points pour Mazarine. Non, mais oh. Il y a du favoritisme. 0,5 points. J'ai 0 points. Surtout qu'on a une personne qui est fan, du coup ça aide pas.
Jusqu'à la fin du monde. Non. Ça, c'est dans Tom à la ferme, c'est la scène où il danse, je crois. Alors, Non, elle est plus. c'est bel et bien. Ah, c'est l'ouverture. C'est Tom à la ferme, oui. Ah, c'est les moulins de mon cœur. Les moulins de mon cœur, Ah, ouais. putain. Sauf qu'elle est. J'en parle depuis le début. Oui, t'en parlais dans la capella, c'est pour ça que je pensais que t'aurais du coup la réponse. Bah, mais, je vais faire un don de mon Non. point à Lou. J'en veux pas de tendon. Oh. Hop. Et maintenant. C'est un massacre. Bon, celle-là, ça va être très facile. Ça, je le compte pour Kian parce que c'est une chanson, je crois qu'il aime bien. Ça, c'est Counting Star, c'est dans Mommy, One Republic. Oui, c'est bien ça. J'ai cru que t'allais mettre Wonderwall. Maza, elle a 5 points. Hein. Elle a tous les points. Ouais. Et c'est cool. Alors, t'as 2 questions bonus. Alors, j'ai 2 questions bonus. Putain, mais il met vraiment des chansons aléatoires. Non, ça me fume. Les années 2000. Donc J'écoute là, cette musique. il faudra du coup, en fait, il faut retrouver de quel film qui vient, mais ce n'est pas un film de Xavier Dolan, mais c'est un lien avec Xavier Dolan. Oh là, j'aime pas. Ça de. Oui, c'était bien ça. Du coup, premier point pour Kylian. J'ai pas du 2 tout. points pour Kylian. Il a joué dedans. Bah du coup, est-ce que c'est une question bonus? Est-ce que je lui mets 2 points? Non. Oui. Non, Mhm. je sais pas. Bah non. Moi, je lui ai mis 2 points. C'est bon, c'est Lou qui décide. La majorité a gagné. Bon, ok, donc 2 points pour Kylian. Haha. Mais moi, je suis à 0, les gars. J'ai même pas eu le temps d'entendre qu'il avait déjà dit ça de quoi. Et oui, il a J'ai même pas- On en parle avec les moulins de mon cœur. C'était ma Vraiment, chanson. il a entendu 2 secondes de musique de cirque, il a débité. Hop. Et du coup, C'est quoi bon, la dernière question. Je sais que Mazarine va débiter en 2 secondes. Parce que là, du coup, il faut. Parce que, bon, là, c'est un film que j'ai déjà cité. Accorde-nous un laps de 5 secondes. Non, Ouais. non, non. Un laps de 5 secondes. Mais du coup, ça va être très compliqué le laps de 5 secondes sur la question là. Mais du coup, là, il faut me citer à la fois l'auteur de la chanson et le titre de la chanson. Parce que c'est un film dont on a déjà cité. Ça va être chaud pour vous rattraper. Mais j'ai confiance en vous. Lana Del Rey, Born to Die, c'est dans Mommy, c'est la scène de fin. 0,5 secondes. J'ai même pas entendu. J'ai pas Je entendu. n'ai pas entendu la Elle- musique. J'ai pas du tout Vraiment. entendu. Genre, ça a fait. Mazarine a juste entendu ça. Mais j'écoute cet album depuis que j'ai 8 ans, Gwenaël, Je tous sais, les jours de la je vie. sais, Donc bien sûr je- que je vais Je sais, Mazarine, c'est pour ça que j'ai dit que c'était difficile pour les autres. Mais du coup, j'ai pris cette question-là comme Alors. question blague. Mais Elsa, elle est à 7 points, Kylian est à 2 points et moi j'ai perdu avec Voilà. 0 points. Putain, les moulins de mon cœur quoi. et Sérieux? voilà. Ça prouve qu'il utilise des musiques aléatoires. Mais non. Les moulins de mon cœur, Le il y a un seum. sens. En tout cas, j'espère que ce. C'était vraiment cool comme, Bang bang. comme jeu. C'était très bien comme jeu. Bah, en plus, ça se prêtait vraiment bien au réel. Oui. À chaque fois, on essaie de trouver, Mais- un Du jeu. coup, On avait tout j'ai- parlé de la musique pendant. Ouais, c'est vrai qu'on a moins parlé. Bon, on a parlé de l'effet clip Ouais. et tout, mais on a moins parlé de la musique. on a parlé aussi des citations musicales. Ouais. En soi. Mais moi justement j'aime beaucoup le fait qu'il assume son côté très populaire aussi dans les Oui. musiques qu'il choisit parce qu'en fait c'est des musiques qu'il Bang aime et Bang. qu'il écoute en allant faire ses courses tu vois. Bah, Alors, vraiment bah- j'adore ce côté là quoi. Pareil, c'est que lui, il est vraiment fan de Céline Dion. Il Mm. est vraiment fan de Adele. C'est pour ça qu'il travaille beaucoup avec. C'est pour ça aussi, il est fan aussi de Lana Del Rey. C'est pour ça qu'il l'a mis au début de Mathias et Maxime aussi. Donc, en tout cas, oui, en tout cas, il passe son temps à citer des auteurs qu'il aime bien. Pareil, du coup, pour Dalida, pareil pour The Verb, et pour One Republic, c'est tout. En fait, dès que Dolan choisit une musique, c'est pas forcément thématique, mais c'est forcément quelque chose qu'il aime. En fait, c'est la musique qu'il aime bien. Ouais c'est ça. Mais... Oui, parce que. Oui. Ok, pas mal. Mais oui, du coup, pour ça 2, bravo Kylian, parce que Non, mais j'avais pré-shot en fait. il faut savoir, parce que effectivement, il ne joue pas très longtemps, mais il y a un jeune homme homosexuel qui se fait buter dans les premières minutes du film, et c'est Xavier Dolan. Dans sa partie 2, ouais. ouais, ça Un j'avais En vu. fait, il avait bien aimé le premier et du coup Ouais. il a été voir le gars qui l'a fait, je crois, ou l'un des Ouais, je crois qu'il était devant des prods ou je sais des plus prods. quoi. Ouais. Et il les a rencontrés, il a fait. Je peux être dans le 2? Non, fait ok. Mais T'as une bonne bouille. petite il y a pas Lana Del Rey dans Mathias et Maxime. Ah bon? Non. Ah, je crois que C'est c'était que elle qui dans- faisait le générique, mais. Non, je sais pas qui fait mais c'est pas Lana Del Rey. D'accord. Il y a que dans Born to Die. Malheureusement, il y a qu'une seule chanson de Lana Del Rey. dans toute la filmographie Ouais, bah, de toi, les t'as eu deux. les moulins de mon cœur. C'est J'ai- pas juste. Un dernier mot? Un dernier mot. C'est pas juste. Peut-être qu'on pourrait juste du coup parler vite fait du fait que c'est Mathias et Maxime, c'est peut-être son dernier long métrage parce qu'il avait évoqué le souhait d'arrêter la production de long métrage, en tout cas, enfin la réalisation de long métrage pour l'instant.
Si c'est vrai, je pense qu'on peut quand même souligner le fait que ça a été un réalisateur très prolifique, parce qu'il a fait quand même à un moment donné presque un film par an. Et qu'il a réussi avec une petite filmographie à vraiment... on parle du style Xavier Dolan aujourd'hui. On parle de ça et on parle de gens. On parle de beaucoup de nouveaux réalisateurs en disant d'eux qu'ils font du Xavier Dolan. Donc je trouve que c'est quand même assez fort en 8 films d'avoir réussi à créer... avoir vraiment créé... Je lui enlèverai pas qu'il a sa Voilà. patte que moi, je pense qu'il... pas forcément. Je trouve qu'il a été pionnier. En fait, il a ouvert la voie à beaucoup de photographes et de réalisateurs et réalisatrices qui sont aujourd'hui beaucoup plus... qu'aujourd'hui, on accepte plus le côté kitsch et très poétique assumé de leur style parce qu'on a déjà connu Xavier Dolan avant, tu vois. Véridique. Je pense qu'on va pas lui enlever ça, même si qu'on aime ou pas Xavier Dolan. Et puis, on peut aussi revenir sur le fait que je sais que le personnage est extrêmement détesté par plein de gens qui le trouvent... très égocentrique ou je sais pas quoi, et moi je trouve pour avoir lu et écouté beaucoup d'interviews de Xavier Dolan, je trouve pas que ce soit le cas. Il est ambitieux, ça c'est vrai, c'est vrai qu'il est ambitieux et qu'il assume ses travaux. Je trouve pas qu'il soit égocentrique et égoïste. J'ai regardé aussi pas mal d'interviews, j'ai trouvé que Xavier Dolan, déjà c'est un mec qui s'exprime super bien sur son cinéma en interview. Et en fait, si on peut parler des grands films au cinéma, il y a juste à regarder le ciné-club de Michael Bay, où c'est de l'autosuçage pendant 10 minutes. Et alors que Xavier Dolan, quand il a fait son, du coup, son Combini aussi, son vidéoclub, où il dit que Godard le fait chier à mourir. Oui, voilà. Lui, il va directement, mais il parle pas de lui, il parle pas de son cinéma, il va dire ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, ça m'a influencé, ça m'a pas influencé. Et je trouve, en tout cas, effectivement, c'est un mec qui est vraiment passionnant, en tout cas, quand il parle de son propre cinéma. Moi, j'aime le fait qu'il assume toutes ses références populaires, alors qu'il fait un cinéma, entre guillemets, d'auteur. Et puis, j'aime aussi le fait qu'il assume ses erreurs, parce que, notamment en termes cinématographiques, quand il dit « j'aime plus les amours imaginaires », quand il revient aussi un peu, des fois, sur certains de ses propos, sur la queer pas, même s'il... Il conserve le fond, il est revenu un peu sur la forme. Aussi, il a assumé son erreur d'avoir, au tout début de sa carrière, quand il faisait J'ai tué ma mère ou Les Amours imaginaires, je sais plus, il avait signé une tribune, une pétition pour Roman Polanski. Et ça, il l'a assumé, il l'a complètement désavoué plus tard en disant « J'étais au début de ma carrière, moi j'aimais les films de Polanski, je rêvais de faire des films avec les plus grands et de rencontrer les plus grands, et j'ai été influencé pour... bien sûr, on me propose de signer ça au tout début de ma carrière, je l'ai signé et je le regrette profondément aujourd'hui, et si c'était à le refaire, je ne le referai pas, et je suis profondément désolée pour toutes les victimes d'avoir fait ça. » Et je veux dire par là que par contre, on pourra jamais lui enlever le fait qu'il a assumé les trucs dont il était plus d'accord aujourd'hui, et il a sans minimiser le fait que oui, il a fait ça, il a dit je suis complètement désolé, aujourd'hui je le referai pas, et voilà. C'est un mec qui reste très jeune en vrai, et ce qui est intéressant, c'est que déjà c'est la confiance qu'on lui a accordée déjà à ce jeune âge, qu'on lui accorde toujours, parce que qu'il soit jury à Cannes, c'est pas rien, c'est un bel honneur, je pense, qu'on lui fait. Et aussi, je pense que ça fait partie du fait, en fait, sa remise en question constante, c'est que en fait, il mûrit en fait avec les gens qui le regardent, il mûrit avec ses films. Et je pense en tout cas qu'il va continuer à apporter des choses, parce que son regard va continuer de se complexifier avec le temps. Et pour les années à venir, en tout cas, je pense que c'est un mec qui va continuer à avoir un regard qui est intéressant sur les autres œuvres et sur son œuvre à lui. Ouais. Je pense que lui n'arrêtera jamais à travailler dans le cinéma de toute façon. D'une façon ou d'une autre, c'est sûr, ouais. Ce que je voulais terminer dans un point général sur Dolan, si j'enlève Laurence Anyways, qui est pour moi quasiment parfait à tout point de vue, même si ce que je reproche est quand même dans le film, mais je sais pas, il y a un délire différent, et aussi la tension que j'aime bien de Tom à la ferme. Genre ce que je reproche en général dans ce que je vois de Dolan, c'est soit cet aspect très tu vois, bon, les ralentis, tout ça, et la esthétique un peu que je trouve un peu pub, de publicité. Le cinéma du look, Luc Besson, Léos Carax. C'est ça, cet aspect un peu pub qui me dérange, ou soit c'est... Subway. Ta gueule. Diva de Benex. Mauvais sang. Bon, j'ai... Tu quittes.
Les amants, Pas ici. les amants du Pont-Neuf. En vrai, je serais peut-être très déçue si il arrête à produire. Non, il peut. Hein. Il peut, il C'est- peut arrêter. c'est Non, légitime. en vrai, non. Putain, toi non plus, tu respectes pas ma parole. Kylian s'est enfilé 2 bières pour le contexte pour nos spectateurs. Il est actuellement tout rouge. Il se mine parce qu'on fait une émission sur Xavier Dolan, ce qu'il voulait éviter depuis le début de la 7ème prise. Mais ma dictature a marché. Mon lobby a Le fonctionné. lobbying. C'est peut-être la dernière émission en plus. Donc, Et j'aurais même pas eu un sujet à moi. non, mec, moi non plus. Bah, si, t'as eu Disney. T'as eu C'était- Disney. C'était pas pour moi Disney. C'était, c'était- ouais, mes frères. T'es dans la bulle. D'accord. Toi aussi. Hein. Sur ce, il y a pas de truc après sur ce. Ok. Eh bah, bonne soirée à vous. Merci de nous avoir écoutés. Ah, Et- tu les manges, mes Kinder maintenant. Et même si on se retrouve pas dans l'immédiat, de façon orale, vous allez nous retrouver très bientôt de manière écrite sur notre Bien site sûr. internet. Le cas échéant, si on n'a plus, possibilité de s'enregistrer tous ensemble en Ou si même temps. entre-temps on ne se supporte plus, Voilà, ça si peut aussi entre-temps, être une possibilité Mais dans l'avenir. on se retrouvera aussi de toute manière, peut-être sur un autre format, J'ai engagé. Collègue, hein. J'ai engagé format- des gens. peut-être sur un format peut-être en distanciel, on sait pas. On ne sait pas encore. On verra bien. Ce sera selon nos moyens, notre Et présence physique, Notre temps. notre Dans temps, notre temps. notre motivation aussi. Et notre taux d'alcoolémie dans le sang. Entre 2-3 mémoires de master. Voilà, exactement. 2-3 stages et 2-3 résidences. Et 2-3 tafs étudiants. Sur ce, ça. Allez, Bonne soirée. bonne soirée à tous. 2-3 Big Mac au McDo.